Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en interviewant toutes ces femmes depuis 6 ans, c'est à quel point le malheur peut frapper n'importe où, n'importe quand et chez n'importe qui. La loterie de la vie se fiche de votre carrière, du nombre de vos abonnés Instagram ou de la quantité de livres que vous avez publiés. Et puis derrière les livres, le succès ou l'image publique, il y a la vraie vie. Alors en invitant Virginie Grimaldi, je savais déjà à quel point elle était attachante, talentueuse et drôle. Mais puisque sa parole est rare et son tempérament discret, je ne connaissais pas les détails de sa vraie vie. Si Virginie était un personnage de livre, le roman de sa vie contiendrait des chapitres bouleversants. Ce serait l'histoire d'une mère qui a perdu son premier bébé à quelques jours du terme, et celle d'une femme qui a vu son couple et son cœur se briser après ce cataclysme. Mais il y aurait aussi des chapitres puissants dans ce livre, où l'héroïne se relève, trouve la force d'y croire à nouveau, retombe enceinte et surmonte chaque nouvelle épreuve que la vie met encore et encore sur son chemin. Alors oui, ce serait un roman très dur par moments, car Virginie a vécu un parcours de maternité bien tourmenté. Et pourtant, je vous jure que ce serait aussi un livre terriblement feel-good, tant son héroïne est généreuse, solaire, spontanée, et maman comblée de 3 enfants. 3 dans son cœur et 2 sous son toit, comme elle dit. Il y a un truc qu'on dit aussi souvent, c'est que la réalité dépasse la fiction. Et même si on aimerait parfois pouvoir réécrire certains passages, ils font aussi partie de la richesse d'un incomparable ouvrage. Attention, cet épisode est plein de sourires, mais il traite du sujet terrible du deuil périnatal. Il est donc à écouter dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci infiniment d'être là, ça fait tellement longtemps que je t'attends. Merci de me recevoir. T'as vu, je suis patiente, hein ? Oui. J'étais pas prête. Je sais. Et je le suis. Bah voilà. Alors ça veut dire que c'est notre moment, il est maintenant. Surtout que je sais que tu es rare en audio, en images, vidéo, en tout. Même en écrit dans les journaux. Donc, je me sens extrêmement privilégiée de t'avoir aujourd'hui. Moi, je me sens privilégiée de pouvoir parler dans un endroit aussi bienveillant. Et c'est justement pour ça que j'ai tant tardé. C'est que pour moi, c'est très difficile de parler de mon histoire, de me livrer. C'est plus facile derrière de la fiction. Parler des choses qui me concernent vraiment, c'est très difficile. Mais ici, je sais que je suis au bon endroit pour le faire. Donc, je suis très contente. Ah merci, tu es entre de bonnes mains, ça je peux te l'assurer, et tu vas arriver entre les bonnes oreilles. Voilà. Donc Virginie, aujourd'hui, on va pas parler de fiction, on va parler de la vraie vie. Et je sais que pour toi comme pour moi, le personnel est universel. Et donc je suis heureuse aussi qu'on se retrouve toutes les deux aujourd'hui sur ce territoire qui est cher à Bliss Stories. Donc je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, de me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Virginie. Alors, je m'appelle Virginie Grimaldi, j'ai 47 ans, j'habite près de Bordeaux depuis que je suis née. Et ma famille est constituée, alors le premier noyau, mon mari Arnold et mes 3 enfants. Alors j'en ai 3 dans le cœur, mais il y en a 2 sous mon toit. Il y a le grand qui a 12 ans et le petit qui a 5 ans. Et 2 chiennes. Ok. Donc Apple et Zelda. Et puis ma famille au sens large, il y a ma mère, ma sœur, ma grand-mère, beaucoup de monde autour de moi et mes amis. Voilà, je considère tous ces gens comme mon clan, en fait. Ouais. On est tous très proches et ils me sont essentiels. T'es une femme de clan. Oui. Avec beaucoup de garçons dans le noyau que tu as construit. Ouais. C'est pour ça qu'on a pris des femelles pour les animaux, que je me sente moins seule. Mais pas mal de femmes. Oui, il y a de tout, mais je suis très proche des femmes, oui. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Virginie ? Et je suis romancière. Ça va, t'arrives à le dire, là ? Ouais, ça fait pas très longtemps. Avant, je disais j'écris des livres, c'est ce qui est ridicule, mais d'assumer ça, c'est assez. Ça m'a pris du temps, mais je suis romancière. Ouais.
Parce que ça fait pas si longtemps. Non, 10 ans. Ouais. Ouais. Le premier, il est sorti il y a 9 ans même. Et ça a été très vite, oui. Mais oui. Donc, c'est qu'une petite partie de ma vie, finalement. Et ce que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, on va parler justement de l'autre partie de ta vie. Ouais. Donc déjà, comment et où as-tu rencontré l'homme de ta vie, Arnold, donc pour le citer, à Bordeaux, sur les terres bordelaises. Non, à Toulouse. À Toulouse. J'étais en formation pour mon boulot et lui travaillait dans le bâtiment où il y avait la formation. Il avait les cheveux longs, il portait des pulls comme des pulls irlandais que je trouvais très moches. Mais qu'est-ce qu'il était gentil. Moi, je fumais à l'époque. Il se retrouvait à la pause clope en même temps que moi, alors qu'il ne fumait pas. Donc, comme par hasard. Rapidement, avec une copine, on a compris que peut-être qu'il n'y allait pas pour rien. Mmh. Et puis, il était très gentil, très drôle. Voilà, on a tout de suite accroché sur le plan amical. Ok. Mais donc toi, à l'époque, tu étais célibataire ? Ah ouais, depuis, ça faisait plusieurs mois, ça faisait quasiment 1 an que j'étais seule et j'en étais arrivée à un point parce qu'avant, je n'avais jamais vécu seule. Et là, j'arrivais à une période où je me disais, c'est ok, je suis bien toute seule et j'ai envie de personne. Voilà. Oui, non, mais c'est toujours comme ça. C'est vrai, hein. C'est quand tu t'y attends le moins. Et puis quand tu ne le cherches pas et quand tu n'en as plus besoin, en fait. Évidemment. J'en avais pas besoin. Mais voilà, il s'est trouvé là, il a été hyper gentil. Puis on s'est revus assez vite, il est venu à Bordeaux. Il s'est trouvé un déplacement à Bordeaux, comme de par hasard, la semaine suivante. Et voilà, on s'est mis assez rapidement ensemble. Et ça a été très fort, très vite. Dès la première semaine, on savait que c'était parti pour un moment. Ah ouais, ouais. Tu l'as senti ? Ouais, je l'ai senti et je crois que de son côté, il l'a senti aussi. Donc on a tout fait pour se voir le plus souvent possible. Et puis, moi, j'étais en CDD, donc après, dès que mon contrat s'est arrêté, je suis partie vivre à Toulouse. D'accord, c'est toi qui l'as rejoint à Toulouse. Oui. Parce que Virginie, tu faisais quoi à ce moment-là ? J'étais assistante commerciale. J'avais fait un BTS Action Co parce que j'avais fait en alternance, il fallait que je gagne de l'argent pendant mes études, donc c'était le meilleur moyen. Après ça, j'ai travaillé dans la banque, mais c'était vraiment pas fait pour moi. Et puis ensuite, j'étais assistante commerciale, mais c'était souvent des CDD d'1 an, 6 mois, voilà. D'accord. Et c'était pas génial, mais c'était pas... Ça allait. J'avais mon rêve d'écrire, toujours, et j'écrivais, mais pour moi. Et je me disais pas que je pouvais accéder à mieux. Voilà, c'était comme ça. Oui. Ça me convenait. Mais est-ce que quand même ça te traversait l'esprit parfois ? Est-ce que tu te surprenais à en rêver ? Oui, puisque d'ailleurs j'avais écrit, envoyé à des maisons d'édition un manuscrit, donc oui, le rêve était quand même là. Ouais. D'accord. Mais plus tard, une fois que j'étais avec Arnold, parce que c'est lui qui m'a donné suffisamment confiance pour oser. C'est ça. Ouais, c'est lui qui a cru en moi plus que moi. Parce que toi, t'étais une jeune femme et peut-être une petite fille qui n'avait pas du tout confiance en toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais encore aujourd'hui, c'est c'est un sujet. J'ai beau vivre des choses fabuleuses, j'ai l'impression que ça remplit pas cette jauge-là. La confiance, c'est très difficile à récupérer. Alors, dans certains domaines, je vais prendre confiance, mais dans plein d'autres, je suis toujours en train de me remettre en question. Ça vient d'où, ça, tu crois ? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Ma sœur est pareille que moi, et pourtant on a des parents qui nous ont donné confiance, mais je sais pas d'où ça vient. Donc vous êtes une fratrie de... 2 sœurs. 2 sœurs. Oui. Ta sœur, c'est la grande ou la petite ? La petite. Elle a 6 ans c'est toi l'aînée. Oui. Ok, oui. D'accord. Et vous avez grandi avec un papa et une maman séparés ? On a grandi avec un papa et une maman ensemble jusqu'à mes 12 ans. Et à mes 12 ans, ils ont divorcé. Donc, on est parti vivre chez ma mère avec son nouveau compagnon. Et mon père a plongé dans l'alcool. Alors, elle l'a quitté pour cette raison. Il buvait déjà avant, mais on ne s'en était pas rendu compte puisqu'elle nous protégeait de ça. Et ensuite, on y allait un week-end sur 2. Donc là, on l'a beaucoup plus vu. Oui, surtout qu'à 12 ans, toi, tu étais tout à fait lucide. Et puis, il faisait lucide. des comas éthyliques, donc c'était vraiment... Il buvait pas à 3 verres, c'était... voilà. En votre présence ? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, il déconnait vraiment. Il nous emmenait dans les bars sur sa mobilette parce qu'il s'était fait retirer le permis. Ouais, ça a été une période assez compliquée. Moi, j'essayais de protéger ma sœur. Je me souviens, quand il y avait ses copains du bar qui arrivaient, je la mettais devant la télé, je fermais la porte, et puis moi, je surveillais qu'ils ne boivent pas trop, enfin bon. Mais c'était un homme extraordinaire, vraiment. Mon père est décédé l'année dernière et je l'aimais vraiment énormément. Il s'est battu toute sa vie contre l'alcool. Il a réussi à arrêter à 60 ans.
Waouh. Donc ça a été un long combat qu'il a fini par gagner, mais malheureusement, il est tombé malade peu de temps après. Donc, oui, donc ça n'a pas abîmé votre relation. Ah non, la relation, non. Mais notre confiance en nous, peut-être que ça a joué, je sais pas. Je sais pas du tout d'où ça vient. Mais notre relation, non. Même moi, je suis allée vivre avec lui la moitié du temps, plutôt qu'un week-end sur 2, pour qu'il aille mieux, et quand j'étais ado. Ah ouais. Après, ça a été très dur. Je détestais être là-bas. J'y allais pour lui, mais moi, c'était très dur. Voilà, je le vivais pas très bien. Donc, t'étais une ado aidante. Aidante, et très vite, j'ai commencé à faire des attaques de panique assez jeune, à 17 ans. Et le psy que je voyais me disait que j'agissais comme si j'étais sa mère. Et que c'était pas le cas, donc il fallait que je reprenne ma place, chose que j'ai fait très très tard. Donc oui, voilà. Il y avait les genres qui se mélangeaient là, entre une figure paternelle pour qui toi t'étais presque une mère. Complètement. T'étais plus à ta place de petite fille, plus à ma place. J'ai dû grandir. Enfin, l'adolescence a été assez compliquée. J'ai dû grandir assez vite. Est-ce que c'était un territoire justement propice à écrire dès cet âge-là ? Ah mais complètement, ça a été un refuge. J'écrivais des poèmes qui étaient assez sombres et j'écrivais des nouvelles. Et la lecture aussi était un refuge, la lecture et la musique. Ça m'a vraiment... Oui, c'était un moyen de t'échapper de un peu de tout ça, quoi, j'imagine. Oui, complètement. C'était, mais surtout quand j'étais là-bas, d'ailleurs, j'écrivais beaucoup. Je me levais la nuit pour écrire parce que j'avais les mots qui se percutaient dans ma tête et il fallait absolument que je les pose sur papier. J'écrivais parce que j'en avais besoin, parce que c'est vital pour moi d'écrire, mais le fait d'être publié et d'être lu par d'autres personnes, c'était quelque chose qui me semblait inaccessible. Et d'ailleurs, du coup, tu as pris une orientation après le bac, une orientation scolaire complètement... Je voulais faire fac de lettres. Et puis, finalement, voilà, comme après, je suis partie vivre avec mon petit copain. Donc, il fallait que je paie ma part de loyer. Donc, il fallait que je gagne ma vie. Et j'ai fait un BTS en alternance. J'avais un petit salaire. Oui, il fallait avoir un métier entre les mains plus concret que celui d'écrivaine. C'est ça. Et alors, quand on grandit comme ça dans une famille, en tout cas avec un père un peu dysfonctionnel, qui n'a pas sa place de père, justement, et toi qui n'avais pas ta place d'enfant... Qui essaie, encore une fois, je tiens vraiment à dire que c'était un... c'est une maladie, l'alcoolisme. C'est une maladie. Il a grandi dans une famille où, d'ailleurs, tous ses frères sont morts de ça. Ah ouais. Ouais, vraiment. Son père était alcoolique. Voilà. Oui, donc il a été d'abord malade de ça, de cet alcoolisme, puis d'Alzheimer, c'est ça. Donc il a le eu pauvre, jeune, il a... à 63 ans. Il a enchaîné les deux. À 63 ans, c'est tellement jeune. Ouais. Est-ce que quand on grandit avec ces modèles-là, en tout cas ce modèle paternel, est-ce que ça t'a malgré tout donné envie de construire toi, ta propre famille ? Est-ce que tu te disais, peut-être il y a déjà ce rêve illusoire d'être écrivaine un jour ? En revanche, moi j'ai un rêve, c'est de construire une famille. Alors avoir des enfants, ça a pas été, c'est pas quelque chose qui m'animait quand j'étais plus jeune. Je disais même que j'en voulais pas. Petite, je suis tombée sur un livre illustré, même avec des photos, qui appartenait à ma mère, parce que j'ai très peur. Elle l'avait acheté pendant la grossesse quand elle attendait ma sœur. Les livres des années 80. Oh mon Dieu. Et donc, je devais avoir, je sais pas, 8 ans quand je suis tombée sur cette page sur laquelle il y avait une tête qui sortait du corps d'une femme, une tête de bébé. Photo en noir et blanc, non ? Non, couleur. En couleur, en 1983. Écoute, c'était en couleur. Et je me souviens m'être dit, mais jamais, c'est pas possible. Cette chose-là ne passera pas par moi. Non, jamais. Il faudra me passer sur le corps. Et justement. Voilà. Mais donc voilà, c'était quelque chose qui me terrorisait. D'une photo. Oui, ça peut, et la peur est passée au-dessus de l'envie. C'est-à-dire que très tard, jusqu'à la vingtaine en tout cas, je me suis dit que j'aurais pas d'enfant. Et puis, avec Arnold, j'en ai eu envie assez rapidement. Oui, c'est lui qui t'a... J'avais envie d'un enfant avec lui, d'un petit bout de nous deux. C'était vraiment... je le trouvais tellement génial. Puis, on avait envie. On a quand même vécu plusieurs années seuls. Et puis, un jour, on s'est dit, on y va. Il a permis pas mal de déclics, cet Arnold, dis donc. Vraiment. J'ai rencontré la bonne personne. J'ai eu cette chance de rencontrer la bonne personne. Vous êtes mariés ? Oui, on s'est mariés en 2009, donc 4 ans après notre rencontre. On a fait une cérémonie laïque près de la plage avec tous nos proches. C'était vraiment des moments magnifiques et on s'était dit qu'on mettrait en route le bébé après le mariage.
Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, donc, on s'est mariés en septembre et décembre ou janvier, je suis tombée enceinte. Rapidement. Très rapidement. Ouais. Très rapidement. Alors, pour moi, c'était pas assez rapidement parce qu'il y a eu quand même 3 mois d'échecs. C'est toujours trop long. C'est toujours trop long. Quand on est décidé, c'est toujours trop long. Mais bon. Mais je me rends compte de notre immense chance. Ça a été très rapide. On a été très heureux. Et puis, j'étais un peu anxieuse au début. Les 3 premiers mois, j'étais un peu anxieuse. Tu faisais partie de la team qui n'en parle pas avant 3 mois? Ah si. Si, moi j'en parlais. Tous mes proches, ils l'ont su le jour du test positif. Vrai Oui, tout le monde, la famille, les amis, tout le monde a été au courant tout de suite. Qu'est-ce qui t'inquiétait dans cet état de grossesse? La fausse couche. On était tellement heureux que j'avais peur de le perdre parce que je savais que les risques de fausse couche étaient assez élevés. On a eu très peur et puis finalement au contrôle qui tombait, enfin c'était l'échographie des 3 mois. Tout allait bien. Et là c'est parti. Là mes peurs se sont envolées. C'est ça. Là t'as pu souffler un peu. Alors mes peurs pour lui, mais mes peurs pour moi. Elles sont arrivées. Quelle peur pour toi? De mourir à l'accouchement. Vraiment, j'avais ça dans un coin de ma tête. Je me disais, je vais peut-être mourir en accouchant, c'est un risque. Après, je suis une anxieuse. Oui. J'ai peur de mourir tout le temps, donc il n'y a rien de très étonnant. C'est ça. De base, c'est quand même une peur qui t'habite. Oui. Dès que je dois me faire opérer de quoi que ce soit, j'ai peur de mourir. Oui, j'ai peur de mourir très facilement. Et cette peur, elle est vraiment restée tout du long? Oui, quasiment jusqu'au bout. Mais voilà, en filigrane. En filigrane. Ouais, oui, c'était pas envahissant. Tant mieux. Donc une grossesse qui s'est déroulée sans encombre pour ton bébé. Oui, vraiment tout. Il s'est développé parfaitement. À chaque échographie, tout allait bien. On le voyait grandir. J'ai commencé à le sentir bouger. Bien sûr. Alors ça vraiment, au début, j'étais pas sûre parce qu'on connaît pas cette sensation. Et on m'avait dit, tu vas voir, ça fait comme des papillons dans le ventre. Et c'était comme ça. Moi, ça me faisait comme des petites bulles qui éclataient dans le ventre. Et puis après, je me suis mise à le sentir de mieux en mieux. Et puis, il a fait des bosses sur mon ventre quand il se déplaçait. Enfin, voilà, c'était vraiment... On a fait l'accouchement, la préparation à l'accouchement aussi. Ouais. Avec Arnold. Avec Arnold. Il m'a accompagnée à toutes les échographies, à tous les rendez-vous et à toute la préparation. Vous saviez que c'était un petit garçon que vous attendiez? Oui, on l'a su très vite. J'ai eu, bizarrement, une mini-déception, mais alors vraiment qui a duré... 5 secondes, parce qu'il y avait les soldes à ce moment-là et que j'avais repéré plein de trucs pour les filles, donc le truc hyper superficiel. Mais j'avais repéré des petits trucs... Quand même. Bon, non, j'ai eu vraiment, quand il nous a annoncé que c'était un petit garçon, mais vraiment un quart de seconde de petite déception. Et puis tout de suite, ça a été génial. Et puis voilà, on n'avait qu'une hâte, c'était le rencontrer. Ouais. Oui, tu ne fais pas partie de ces femmes qui veulent prolonger la grossesse encore plus. J'aimais être enceinte. J'ai adoré être enceinte, vraiment. Je partageais ça avec lui, je lui parlais énormément. J'adorais ces moments passés avec lui. Et en même temps, j'avais hâte qu'Arnold le rencontre. Mais alors malheureusement, cette naissance, la fin de cette grossesse ne s'est pas du tout passé comme on l'espérait. Tu as pu imaginer, même c'était vraiment quelque chose d'inimaginable. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé? Est-ce que tu as mené cette grossesse jusqu'au terme? Oui, quasiment. On était à 1 mois du terme. Et donc tout était prêt, la chambre était prête, on avait décoré sa chambre avec des petits pirates et des petits poissons. Il avait ses vêtements, je les avais lavés avec de la lessive hypoallergénique. Bien sûr. Voilà, j'avais tout bien fait. Oui. On l'attendait avec impatience et puis il y a eu le 8 août. On a passé une super journée, c'était un dimanche, c'était la fête de mon père. Et je me souviens qu'on est allé à la piscine municipale, il faisait super chaud. On est allé à la piscine municipale et je me revois faire la planche en regardant le ciel. Et je me suis dit à cet instant précis, au moment où tu souffriras avec les contractions, repense à ce moment de plénitude totale. Ouais. Et remets-toi dans ce mood-là. Et voilà, je me suis souvenue de ça. Très bonne technique. Ouais, enfin oui. Non, mais si, de se mettre comme ça, d'essayer d'imprimer les sensations en soi pour les réutiliser le moment venu. Quand tu dis que c'était la fête de ton père... C'était la Saint-Dominique. C'est ça. Le 8 août, c'est la Saint-Dominique. Donc vous étiez ensemble? Il est passé en fin de journée à la maison. Ouais. Et donc voilà, et en fin de journée, donc au moment où il y a mon père à la maison, je me dis, tiens, ça fait un moment que je ne l'ai pas senti bouger.
Et alors que je me suis donc inquiétée quand même toute ma grossesse pour le moindre truc, là, je me dis, bon, ça doit pas être bien grave. Je regarde sur Internet, je vois qu'en fin de grossesse, ça arrive quand même qu'on le sente plus trop bouger, ils ont moins de place. Je savais que c'était un gros bébé, donc j'en parle à Arnold. Et puis, sur le coup, il s'inquiète pas trop, mais il essaye de lui parler. Et habituellement, c'était vraiment action-réaction. Il lui parlait, il bougeait. Ah ouais. Ouais, vraiment. Vous aviez fait de l'aptonomie ? Non, même pas, mais il lui parlait énormément. Il mettait beaucoup ses mains sur mon ventre. Oui, donc le bébé réagissait, toujours. bien sûr. Et là, non. Donc, on attend un petit peu, on essaie de le stimuler. Et il se passe rien. Donc, Arnold me dit, on va aller aux urgences. Et presque, je suis saoulée parce qu'il y avait un truc bien à la télé. Et je dis, oh non, j'ai pas envie. Donc vraiment, mais à l'opposé de ce que je suis d'habitude. D'habitude, c'est moi qui dis, on va aux urgences. C'est moi qui flippe. On arrive aux urgences, on est pris en charge assez vite. Et puis, très rapidement, il y a une sage-femme qui vient écouter le cœur du bébé. Donc, elle met le monitoring et elle cherche. Et moi, je suis tranquille, je regarde le plafond. Je me dis, bon, elle met un peu de temps, mais vraiment zéro inquiétude. Mais c'est vraiment à l'opposé de ce que je suis. Zéro inquiétude. Et elle cherche. Elle ressort, je me dis, il n'y a pas de piles, elle va changer les piles. Je me dis ça, mais vraiment, je me dis ça. Et Arnold, il est comment à ce moment-là ? Je le sens tendu, mais ça va. Ok. Il me tient la main, il est à côté de moi, ça va. Et puis là, il y a un interne qui arrive avec sur roulette l'appareil pour l'échographie. Et puis, il commence à faire l'échographie. Et pareil, je regarde le plafond, je ne le regarde pas. Et il cherche. Et à un moment, je baisse les yeux sur Arnold et je le vois pleurer. Et là, je comprends. Et au moment où je comprends, le gars il dit, je suis désolée, la grossesse s'est arrêtée. Ouais. Comme ça, quoi. Ouais, ça a été brutal. Ça a été brutal et en même temps, je ne vois pas comment il aurait pu nous l'annoncer mieux que ça. Mais je l'ai vu sur le visage d'Arnold. Ouais. Et parce que lui, en fait, l'écran était tourné vers lui, moi je ne le voyais pas. Lui, il avait l'écran. Ouais, il avait l'écran. Oui, donc il a bien vu que ça ne bougeait pas. Okay. Donc, et j'ai un moment, vraiment, mais ça me paraît tellement fou aujourd'hui, où je me suis dit, peut-être son cœur fait une pause et il va reprendre. Je me le suis vraiment dit. Ouais. Donc, déni total. T'étais presque en dehors. Ouais, j'ai pas réagi, j'ai pas hurlé, j'ai pas rien. Ah non, enfin, le ciel m'est tombé sur la tête. Vraiment, et d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai eu de la peine pour Arnold plus que pour moi. Ah oui. Ouais. Peut-être c'était une forme de protection. Ouais. Et de déni. Et puis le déni, il a continué. Hein. J'ai appelé ma mère, lui, il a appelé ses parents. Je me souviens du cri de ma mère au téléphone. Je l'avais jamais entendu comme ça. Et ils nous ont mis dans une chambre en gynéco. Ils ont eu le tact de ne pas nous mettre dans le service maternité. Oui, heureusement. Ouais. Et donc, ils vous ont expliqué quelle allait être la suite ? Très vite. Ouais. Ils m'ont dit qu'ils allaient déclencher l'accouchement. J'ai demandé si ça pouvait être par césarienne, parce que moi, j'avais qu'une envie à ce stade-là, c'était qu'on le sorte de mon ventre et ne pas le voir et on passait à autre chose. Vraiment, c'était vraiment du déni total. Et ils m'ont dit que non, que c'était trop risqué et que pour commencer le deuil, de toute manière, c'était une bonne chose de faire un accouchement par voie basse. Et oui. Et l'accouchement a été planifié pour le surlendemain. Le surlendemain ? Ouais. Oh là là. Très long, surlendemain. Très long. Et donc, j'ai été hospitalisée. Ta date de terme, ta date prévue d'accouchement, c'était autour du 20 août. Et là, on était le 8. D'accord, oui. Donc, 2 semaines avant, quoi, le jour du terme. Ok. Et ça, vraiment, c'est un scénario que tu n'avais... Je n'ai jamais envisagé ça. J'ai eu peur les 3 premiers mois de le perdre. Et après, il était là. J'ai pas envisagé une seconde qu'on pouvait nous l'enlever. Et donc, tu n'avais jamais eu de récit de mort fétale in utero, puisque ça s'appelle comme ça, oui. MFIU, mort fétale in utero. Et effectivement, quand il y a mort fétale in utero, le protocole, c'est d'accoucher par voie basse. Ouais. Et si, il y en avait eu, j'ai ma cousine à qui c'était arrivé 10 ans auparavant.
Et je me souviens m'être dit, mais la pauvre, je crois que c'était 3 jours qu'elle avait dû attendre jusqu'à l'accouchement. Et j'avais trouvé ça inhumain. Mais c'était pas quelque chose, vu que c'était très très rare, je me disais, bon, je l'avais pas vraiment envisagé, Mais bien sûr, et tant mieux d'ailleurs. Et puis il allait bien, quelques jours avant, on m'avait dit, il arrive quoi. Bien sûr. Puis on était prêts, enfin, c'était pas envisageable, c'était pas, ouais. À quel moment ça t'a percuté, cette nouvelle ? Est-ce que t'as réussi à pleurer Ah oui, mais pleurer tout le lendemain, j'ai pleuré, j'étais vraiment... Je me souviens, ma sœur est arrivée, elle était en vacances, donc je voulais pas qu'on la prévienne. Ils l'ont quand même prévenue, donc elle est arrivée le lendemain. Et je me souviens qu'elle a demandé, parce que je lui disais c'est horrible, je me vois dans le miroir, à chaque fois je vais aux toilettes et je vois mon ventre. Et elle avait demandé à ce qu'on mette un drap dessus, donc les infirmières avaient mis un drap sur le miroir pour suivre le déni, tant qu'on y était. Il y avait l'assistante sociale qui est venue nous voir, la psychologue aussi. Elles nous ont proposé... de l'inscrire donc sur le livret de famille. Non, mais je crois que ça, c'était pas... Je crois que ça se faisait de toute manière. Oui, bien sûr. Je crois qu'ils nous ont pas laissé le choix. Mais ils nous ont laissé le choix pour les obsèques. Oui. Et pour voir le bébé. Est-ce qu'on voulait le voir au moment de la naissance ? De la naissance. Oui. Et oui. Mais oui, c'est une naissance. Quand même. On a dit non. On a dit qu'on voulait pas le voir et on a dit qu'on ne voulait pas s'occuper des obsèques. D'accord. Parce que c'était trop dur, parce que voilà, ça ne nous arrivait pas à nous de toute manière, c'était pas en train de se passer, donc de quoi il nous parlait, quoi. C'était vraiment, on était sonnés. Vraiment, je crois qu'on était sonnés. Et ça, personne vous a habilement conseillé l'inverse ? Non, personne. D'accord. Personne. Non, tout le monde a respecté notre décision. Donc l'accouchement a lieu sur le lendemain. Il dure 9 heures. Ouais, déclenché à 9h et puis donc toute la journée se passe comme ça à attendre où il se passe pas grand-chose puisqu'il me pose la péridurale d'entrée, j'ai pas de oui, contraction. T'as pas de contraction. Ouais. Et puis à 18h, je sens que ça y est, qu'il descend. Et donc voilà, à 18h10, il est né et ils l'ont emmené, donc pas un bruit. Ouais. J'entendais à côté les femmes accoucher, les cris des bébés et tout. On a été très très proches, on s'est tenu la main tout le temps. C'est vraiment un accouchement qu'on a vécu à 2. Et puis, alors qu'on était encore dans la salle d'accouchement, je crois, la sage-femme a demandé si je voulais voir quelqu'un. Et puis, je savais qu'il y avait ma mère qui m'attendait dans la chambre. Donc, j'ai demandé si je pouvais la voir. Elle est venue. Et elle m'a dit, Vivi, je voudrais aller lui dire au revoir. Est-ce que tu veux bien ? Ah oui, elle voulait le voir. Ouais. Et là, je me suis dit, mais sérieusement, tu vas le laisser partir sans lui dire au revoir ? Et là, c'est là que j'ai réalisé. C'est là que j'ai réalisé qu'on l'avait perdu et qu'il fallait lui dire au revoir parce que sinon, je ne me le pardonnerai jamais. Et donc, la sage-femme est allée le chercher. Et voilà, on a pu le tenir dans nos bras le temps qu'on a voulu. On est resté un moment avec lui. On a pu voir combien il était beau. Il était super beau. Ben oui, c'était un bébé à terme. À terme, ouais. Parfaitement on aurait dit qu'il dormait. Ouais. Il était encore chaud, il était magnifique. Et Arnold a sorti son téléphone pour le prendre en photo et sur le coup, j'ai été choquée. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Je trouvais ça glauque. Et maintenant, je suis tellement contente qu'il l'ait fait parce que c'est tout ce qui nous reste. Ben bien sûr. Et puis voilà, après, dans la foulée, on a dit bien sûr qu'on veut s'occuper des obsèques, bien sûr qu'on va l'accompagner jusqu'au bout. Et je suis devenue maman, vraiment, douloureusement, mais je suis devenue maman. Ben oui. Et ta maman est devenue grand-mère aussi. Ouais. Enfin, elle avait déjà... Elle l'avait déjà été, mais lui, vraiment, mais encore aujourd'hui, il fait partie de la famille. Ouais. Elle dit le nombre de petits-enfants qu'elle a, elle le compte. Ma grand-mère le compte aussi, tout le monde. Il existe, ouais. Et tu te rends compte aujourd'hui à quel point c'est important de le compter et de l'avoir rencontré. Oh, je m'en serais tellement voulu. Déjà, je m'en suis voulu de ne pas l'avoir gardé plus longtemps. J'étais épuisée et il pesait lourd. Et donc, je crois que ça a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, j'ai dit, c'est bon, vous pouvez le ramener. Ouais. Et je regrette aujourd'hui. J'aurais voulu que ça dure des heures. J'ai appris après qu'on aurait pu lui donner un bain. Ah ouais. Ouais, il y en a qui font ça. Ok. Et voilà, qu'on pouvait passer plus de temps avec lui et je regrette. Ça, c'est un regret, mais bon, je peux pas revenir en arrière, donc j'essaie de pas trop
Non, ça sert à rien. Et puis, tu as eu quand même ce moment-là avec lui. Oh, je suis tellement heureuse, mais je suis reconnaissante envers ma mère. Grâce à ta maman, là, pour le coup. Si elle n'avait pas dit ces mots-là, est-ce que je peux aller lui dire au revoir ? Je n'aurais pas envisagé comme une personne. Enfin, je ne sais pas si, mais plus tard, et trop tard. En fait, ces mots-là, ça le personnifiait tout d'un coup. Ouais. Ça faisait de lui une personne à qui on doit quelque chose, presque. C'est ça. C'était notre fils. Notre fils. Donc voilà, on est resté à la maternité, je sais pas, 4 jours, je crois. Et puis on est rentré à la maison. Ça, c'est dur. De rentrer le ventre vide et les bras vides. On a fermé la porte de sa chambre parce qu'on était incapable de passer devant sans pleurer. Ouais. Bon, d'ailleurs, on était incapable de vivre sans pleurer. Hein. Bien sûr. Et puis, c'est là qu'on a réagi un peu différemment, tous les deux. Ah oui. Moi, j'ai plongé complètement. Et ils m'ont donné un médicament pour stopper l'allaitement. Mais ils m'ont prévenu que ça pouvait créer des dépressions, enfin, en tout cas, donner des idées noires et tout ça. Je leur ai dit non, j'en ai pas besoin. Merci, j'en ai déjà. Et donc, je ne l'ai pas pris, ce qui fait que je suis rentrée chez moi, j'ai eu la montée de lait. Enfin, voilà. Donc, je me vidais les seins dans la douche et il n'y avait personne. Ça a été vraiment un moment très, très dur, de me dire tout ce lait et il n'y a personne à qui le donner. Ça a été vraiment un moment difficile. Et puis j'ai plongé complètement. Je me suis enfermée dans mon chagrin. Et Arnold, alors que vraiment tous les jours d'hospitalisation et même les premiers jours de retour à la maison, on était indécollables. On se tenait toujours les mains. On avait besoin de se toucher en permanence. Je crois qu'à partir du jour des obsèques, les obsèques ont été 9 jours plus tard puisqu'il y a eu une autopsie. Ouais. Et c'était un très très beau moment, mais très très dur. J'imagine. Mais on était entourés de beaucoup d'amour. Mais vous les avez organisés à deux, ces obsèques. Tu as réussi, toi, quand même Non, ma mère et ma sœur m'ont beaucoup soutenue. Ce sont elles qui sont allées aux pompes funèbres, qui, avec notre accord, ont choisi le cercueil. Voilà. Donc, elles nous ont beaucoup soulagés. Ouais. Et donc, il y a eu une cérémonie dans un cimetière ? Dans un funérarium. Un funérarium, ouais. Ok. Et une belle cérémonie avec des musiques, avec beaucoup d'amour, avec un livret où tout le monde a pu écrire un mot que je relis chaque année. Chaque année, le 8 août, j'ouvre la boîte de notre fils et je ressors les photos, les échographies, les petits vêtements, tout ce que j'ai conservé. Ok. Je relis tous les mots et c'est ce qui me fait le plus pleurer parce qu'il était très attendu en fait. Le plus pleurer et le plus de bien aussi, j'imagine, de savoir par ailleurs. Oui, et de savoir qu'il n'est pas oublié aussi. Oui. Ça, c'est très précieux de savoir qu'autour de nous, il y a tant de personnes qui l'ont aimé. C'est très, très précieux. Et donc, il y a eu les obsèques. Et ensuite, on est allé voir un psy, qui était mon psy, et il a accepté de nous recevoir en couple pour ce sujet. Et il nous a expliqué les étapes du deuil. Il nous a dit que c'était vraiment quelque chose de très, très difficile. Bon, voilà. Et quand on est sortis dans la voiture, Arnold m'a dit « Bon, moi, je crois que je suis à la dernière étape du deuil. » Alors que moi, je ne l'avais même pas commencé. Et je me suis sentie seule. Je me suis sentie super seule. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il dit ça pour me rassurer ou j'en sais rien. Il a repris le boulot, lui, très vite. Ouais. Moi, non. De toute manière, j'avais le congé maternité. Ah bah oui, qu'on est obligé de faire jusqu'au bout, sauf si on demande une dérogation. Et donc voilà, j'ai plongé, je faisais que dormir, pleurer. Quand je me levais, j'avais goût à rien. Mes amis et ma famille venaient me forcer à sortir. Enfin, c'était vraiment une période très, très sombre. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments-là ? Qu'est-ce qui te faisait sourire ? Qu'est-ce qui te raccrochait un tout petit peu à la vie et te donnait quand même envie d'avancer ? Le premier rire, je m'en souviens, c'était notre chienne. On avait 3 chiens à l'époque et notre chienne, un jour, m'a fait rire. Et j'ai culpabilisé énormément de rire. Et tout comme j'ai culpabilisé quand j'ai recommencé à manger, parce que j'arrivais plus à manger. Et quand j'ai recommencé à manger, j'ai culpabilisé. C'était comme s'il continuait à vivre sans lui. J'avais l'impression de l'abandonner vraiment au 8 août. Vraiment, j'ai eu ce sentiment pendant longtemps. Et d'ailleurs, j'ai pas voulu faire pendant longtemps de MDR ou... quoi que ce soit qui pourrait me permettre d'aller vraiment mieux, parce que j'avais le sentiment que c'était l'abandonner, alors que c'est ridicule. Hein. Mais voilà, c'était mon ressenti. Et donc Arnold travaillait, et puis en effet, il avait l'air d'aller assez bien, et j'ai même senti qu'il s'éloignait un petit peu de moi, et que mon chagrin était trop fort pour lui. Ouais. Et toi, tu continuais à aller voir la psy ou pas ?
Oh, j'y allais, mais pas souvent, une fois tous les 15 jours. Ah oui. Il n'y avait pas de... Pas de suivi non, plus sérieusement. soutenu, non. Pas de groupe de parole, Non. pas de... Non, en revanche, j'allais beaucoup sur... et c'est pour ça aussi que j'ai envie de témoigner aujourd'hui. J'allais beaucoup sur les forums. Et je lisais énormément de témoignages de parents qui étaient passés par là et qui s'en étaient remis. Parce que j'étais persuadée que je m'en remettrais jamais, que je me relèverais pas, que je serais plus jamais heureuse. Et de voir qu'on pouvait être heureux à nouveau, qu'on pouvait même avoir d'autres enfants. Parce que les gens nous disaient, mais vous en aurez d'autres. Oui, mais ça sera pas lui. Donc, c'est pas pareil. Mais qu'on pouvait en avoir d'autres et retrouver le bonheur, ça m'aidait beaucoup. Ça m'a beaucoup aidée. Je passais des heures à lire sur les forums les histoires des unes et des autres. Et ça, c'était des petits pansements quand même qui te faisaient te projeter. Oui. Parce qu'en fait, c'est des moments et de me dire, on en aura un autre. Ah oui. Mais je voulais quand même prendre le temps de faire le deuil de lui. Bien sûr. Pour pas faire un bébé de remplacement. Je savais que c'était dangereux et que ça pouvait après nuire à l'autre enfant. Et donc, je voulais vraiment que l'autre ait sa place. Et ça, t'en parlais à Arnold d'un éventuel autre enfant? Oui, et il n'en avait pas envie dans l'immédiat. Ouais. Et puis, il y a un soir où il est rentré du boulot et il m'a dit que c'était fini. Il m'a quittée. Donc, je suis retournée vivre chez ma mère. Combien de temps après 3 mois. 8 août? 3 mois. D'accord. Même pas, c'était en octobre ou novembre. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble là? 5 ans, un peu plus de 5 ans. Oui. Et 1 an de mariage, quoi. Ouais. Ok. Et t'as senti que sa décision était ferme? Oui, parce qu'il est devenu un étranger. À chaque fois que je l'appelais et tout, c'était... Et il a rendu la maison qu'on avait prise en location donc, pour accueillir notre bébé. Ouais. Il est allé vivre dans un studio avec nos chiens, Wow. voilà. Et, Mais qu'est-ce qu'il te donnait comme argument? Pourquoi cette décision soudaine, là, après un tel drame ensemble? Il m'a dit que ça n'allait plus, qu'il supportait pas de me voir comme ça, qu'il avait beaucoup réfléchi. Enfin, il trouvait beaucoup de prétextes aussi. Il trouvait plein de choses dans mon comportement qui ne lui plaisaient plus, alors que c'était des choses qu'il aimait avant. Et heureusement, très rapidement, donc ça faisait, 3 semaines qu'il m'avait quittée, donc très rapidement, il s'est rendu compte qu'en fait, il commençait juste son deuil et qu'à son tour, il est tombé en dépression. Et oui. Donc on a été en décalé et que sa solution à lui pour ne pas plonger, c'était de me repousser et d'aller vers des gens qui n'avaient pas vécu cette histoire-là. Et donc, il s'était fait plein d'autres amis. Enfin, vraiment, il vivait vraiment ailleurs. Une autre vie pour oublier celle d'avant, quoi. Ouais. Et puis, il a commencé à avoir des idées noires, alors que c'est le mec le plus équilibré, le plus optimiste que je connaisse. Il m'a même dit qu'un soir, il avait failli passer à l'acte. Donc, vraiment, il allait pas bien. Donc, il y a eu 3 semaines de vraie rupture. Moi, je pensais qu'il voulait plus de moi, que c'était terminé. Donc, tu es retournée chez ta mère, lui a pris son studio. Tout ça s'est passé en 3 semaines. Ouais. Et c'est lui qui, au bout de 3 semaines, te dit en fait, ça va pas? Je le lâche pas. Je l'appelle régulièrement et je lui demande où t'en es. Parce que je pressens quand même que c'est juste qu'il va mal. Je peux pas croire que tout à coup, il m'aime plus. Alors qu'il m'aimait à la folie avant. Ouais. Je peux pas le croire. Et ça me paraît vraiment fou. Et puis je me dis quand même, on vient de vivre un gros truc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit lien? Sherlock Holmes. Oui. Et en effet, il y avait un lien. Donc il a fait son deuil comme il a pu. Donc très vite, j'ai été à ses côtés. Alors on n'a pas revécu ensemble tout de suite. Ouais. Je suis restée plusieurs mois chez ma mère. Lui a eu besoin de se réparer de son côté. Mais on se voyait régulièrement. On passait des moments ensemble, mais on ne vivait plus ensemble. Ok. Donc, on s'est réparés un peu chacun de notre côté. Waouh. Ouais. Pendant combien de temps? Pendant, mais quasiment 1 an, puisqu'on a retrouvé un logement ensemble en août de l'année d'après. D'accord, donc quasiment 1 an, jour après avoir perdu notre fils. Ouais. Et cette année-là, entre parenthèses, qu'est-ce que tu en as fait, toi? Alors, paradoxalement, le fait d'avoir perdu mon mari, ça m'a redonné la niaque. Ah ouais. Je me suis dit, je peux pas tout perdre. C'est pas possible. Et puis surtout, à travers lui, je perdais la seule personne avec qui je l'avais vécu, enfin l'autre parent de ce bébé. Et je trouvais que c'était une double peine. On portait cet enfant-là à 2, on portait ce chagrin-là à 2. Et de le perdre, c'était comme si je perdais encore ce bébé.
et tout ce qu'on avait vécu avec lui. Et puis bon, j'avais surtout pas envie de perdre Arnold, que j'aimais profondément. Mais oui. Et t'arrivais à ne pas lui en vouloir. Si, je lui en voulais. Ah si. Mais bon, on fait comme on peut, en fait. Ça a été une déflagration pour lui aussi. Mais oui. Autant que pour moi. Donc, on a fait comme on a pu. On était un peu des gamins. Ça nous a rendus adultes, hein, vraiment. On a changé complètement. Ah, j'imagine que cette année-là, elle a été transformative. Complètement. Tout a changé charnière. après. Tout a changé. Et quand on a réemménagé ensemble, donc au mois d'août, là, on savait qu'on était indestructibles. On était plus forts que tout et on avait surmonté ça, tant bien que mal. Hein, mais on l'avait surmonté et on était prêt à en avoir un autre. Ouais. Est-ce que pendant cette année-là, vous avez eu les résultats de l'autopsie, j'imagine ? Ça prend du temps, mais... Oui, 3 mois, je crois. Ouais. 2-3 mois, oui, ça a été. Et il n'y avait rien. La faute n'a pas de chance. Alors, sur le coup, je me suis effondrée parce que j'ai trouvé ça super injuste. Et la médecin nous a dit, c'est pas si mal parce qu'il y a des personnes à qui on apprend qu'en plus, elles ne pourront plus en avoir. Il y aura peut-être un peu plus de risques. De surveillance. Voilà. Ouais. Mais vous pouvez avoir un autre bébé. D'accord. Donc, vous n'avez pas une maladie qui vous empêche d'en avoir. Il n'y a pas d'incompatibilité. Pas de problème génétique. Non, parce que on a fait des tests très poussés l'un et l'autre de génétique. D'accord. Et il n'y avait rien. Lui n'avait rien. C'est une mort subite, mais dans le ventre, en fait. D'accord. Et donc, en août 2011, vous vous réinstallez ensemble avec Arnold. On se réinstalle ensemble avec le projet d'avoir un autre enfant. D'accord. On est prêts. Vous êtes prêts. On est prêts tous les deux. On en a très envie. Et on se met en route. Et là, l'envie est débordante, mais beaucoup trop. Elle est obsessionnelle. Au moment où j'arrive à la période où je devrais avoir mes règles, j'avais acheté des tests de grossesse, mais tu sais, juste les languettes. Oui. Donc par dizaines. Hein. Et j'en faisais tous les jours. Et quand je voyais une petite trace dessus, je prenais en photo et avec Photoshop, je faisais jouer les contrastes pour voir s'il y avait quelque chose. Enfin, j'étais folle. Vraiment, j'avais ce besoin vital d'avoir à nouveau la vie dans mon ventre. Bien sûr. C'était vital. J'étais persuadée de pouvoir me remettre debout qu'à ce moment-là. Tu avais l'impression, comme t'avais dit la psy, d'être passée par les différentes étapes de deuil. T'avais l'impression d'avoir coché... J'avais pas fini. J'avais pas fini, mais je crois que je le finirai jamais vraiment. Ça restera un deuil ouvert. Hein, ouais. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, donc bon, je me suis dit, on y va, parce que si on attend que ce soit fini, il y aura la ménopause qui sera passée par là, et on n'y arrivera pas. T'as bien raison. Donc, beaucoup de tests. Donc, on essaie depuis 2 mois, 2-3 mois. Et en octobre, c'est la période à peu près où je dois avoir mes règles. Je fais un test, il est négatif. On est le 4 octobre. Ma sœur vient me voir, demande si elle peut passer me voir. Je dis oui, bien sûr. Elle arrive, elle s'effondre. Et elle me dit, Fifi, je suis désolée, je suis enceinte. C'est terrible d'annoncer sa grossesse comme ça. Je suis désolée, je suis enceinte. Ouais. Et en fait, je savais qu'elle avait été hospitalisée 1 semaine avant pour un ulcère. Pour une gastrite, pardon. Elle s'était fait une gastrite parce qu'elle le savait depuis 3 semaines, mais je l'ai su qu'après et elle n'osait pas me le dire. Elle attendait que mon test soit positif pour me le dire parce qu'elle s'était pas voulu. À cette période, ils essayaient pas d'en avoir un. Pauvre chérie, elle était mortifiée. Ma puce, la pauvre. Et je m'en veux énormément, mais encore aujourd'hui, j'ai super mal réagi. J'ai senti que j'allais me mettre à pleurer et je voulais pas pleurer pour cette bonne nouvelle parce que c'était une bonne nouvelle. Et je lui ai dit, je suis désolée, j'ai pas envie de pleurer. Est-ce que tu peux partir ? Et je lui ai demandé de partir. Mais pas parce que je lui en voulais, parce que je voulais pas accueillir la nouvelle de cette manière-là. Oui. Mais elle l'a pris comme un rejet. Et je m'en veux énormément. Et j'imagine que depuis... le lendemain, je refais un test et il est positif. C'est la première que j'ai appelée, puisqu'Arnold était au boulot. Non, mais donc je l'ai appelée, je hurlais. Ouais. Donc, tu as eu finalement une après-midi, une soirée... Où j'étais finalement contente pour pleuré, elle. Tu t'as déchargé tes larmes. Mais j'ai pleuré parce que c'était encore un autre bébé qui arrivait, c'était pas le mien. Enfin, c'était injuste de ressentir ça. Mais j'étais injuste là avec toutes les personnes qui tombaient enceintes autour de moi. Mais c'était ce que je ressentais en tout cas. Bien sûr. J'avais une aigreur quelque part, une envie, peut-être même une jalousie par moment. Évidemment. De me dire pourquoi pas moi, pourquoi nous c'est pas allé à terme, pourquoi on n'a pas notre bébé dans nos bras. Enfin voilà. C'est tellement légitime. Mais je m'empêchais de penser comme ça parce que c'est vraiment pas moi d'avoir ces pensées comme ça. Donc j'essaie vraiment à chaque fois de me rectifier quand j'ai des pensées de ce genre.
Donc ça s'est pas vraiment installé, mais quand même, c'est des choses que je ressentais spontanément. Mais oui, c'est des éclairs comme ça qui te... Où tu te dis, je me souviens une fois avoir vu passer une femme enceinte en train de fumer, et j'ai eu une colère qui est montée. Alors que bon, la pauvre, j'ai pas à la juger en fait. Elle fait comme elle peut, comme elle veut. Et je me souviens que sur le coup, je me suis dit, putain, moi j'avais arrêté de fumer 1 an avant, exprès pour l'accueillir dans les meilleures conditions. J'avais arrêté le Coca Zéro alors que c'est ma drogue. Je mangeais des légumes. Le truc, vraiment, j'ai vraiment essayé de... Oui, t'avais fait des sacrifices. Et là, ça te mettait ça marche trop pas en comme colère. ça. Ça marche évidemment pas comme ça. C'est-à-dire que tout est injustice. Et bien sûr, dans la vie, tout est injustice de toute manière. Tout et là, tout d'un coup, le monde entier était contre vous. Oui. Mais tant mieux, parce que finalement, si j'avais continué à fumer, je m'en serais voulu. Oui. Finalement, j'avais pas de raison de m'en vouloir, et ça m'a aidée. Absolument. Il y a eu quand même une culpabilité, parce qu'il y en a toujours quand ça se passe dans ton corps, mais elle n'a pas été dévorante. Ouais. Bon, donc, on est en octobre 2011, et ta sœur et toi êtes enceintes. On est enceintes en même temps. Ouais. Donc tu rappelles ta sœur le lendemain et là c'est la folie. La fête, je lui hurle dans l'oreille, Marie, je suis enceinte. J'étais hyper heureuse. Et elle alors, moi, une grande joie. Mais alors en plus, vu que j'avais fait le test négatif la veille, vraiment celui-là je l'ai fait, mais sans presque le regarder comme machinalement. La routine, quoi. Et je l'ai attrapé pour le mettre à la poubelle et là j'ai vu que c'était positif. Mais vraiment, je n'y croyais pas. Je l'ai fait par dépit. Je l'ai fait le soir. On était le soir, donc vraiment j'y croyais pas. Et Arnold travaillait dans la restauration, donc il était au boulot. J'ai attendu qu'il rentre. Et j'avais préparé une carte postale, enfin une carte qui nous faisait penser à notre premier. Et au dos, j'ai écrit « Tu vas être papa, mon amour ». Je l'ai posé sur un meuble. Et quand il est rentré, j'étais sur le canapé. Et puis, je lui ai dit « Oh, j'ai la flemme de me lever. Tu peux m'attraper la carte là-bas ?» Et puis, il m'attrape la carte. Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière ?» Et il lit. Et grande joie, grand bonheur et grande angoisse. Parce que pour moi, c'est certain, cette grossesse n'ira pas à terme. Et oui. Voilà. Donc, angoisse qui ne t'a pas quittée. Qui ne m'a pas quittée. Et alors, vraiment, j'ai été... je pense que le gynéco m'a détestée. Je l'ai appelé tous les 4 matins en lui disant « Est-ce que je peux faire une prise de sang pour voir si le taux augmente bien ? Est-ce que je peux passer vous voir ? On fait une petite échographie. » Enfin bon. Oui, toi qui étais déjà en plus anxieuse, alors qu'a priori tout allait bien la première fois, là, ça t'avait toutes les raisons d'être... Mais le seul schéma que j'avais, c'était celui qui finissait mal. Bien sûr. Et donc, je me disais que ça ne pouvait pas finir autrement. Alors, est-ce que tu as choisi une autre équipe, un autre endroit pour te faire suivre ou c'était la même chose ? Toujours au même endroit, mais on a eu un gynéco, un obstétricien qui était spécialiste des grossesses à risque et qui était la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Vraiment un mec, mais d'une gentillesse, rassurant, à l'écoute, pas blasé, super, formidable. Et donc, lui, il a mis en place tout un protocole. Donc, j'ai eu de l'aspégique nourrisson les 3 premiers mois, je crois. Ensuite, il faut l'arrêter, c'est pour la coagulation, pour que ça prenne bien. Ensuite, j'ai eu une échographie tous les mois, un examen tous les mois et la sage-femme à domicile 3 fois par semaine à partir du 5e mois, me semble-t-il. Pour des monitos. D'accord, ah oui, donc tu écoutais beaucoup le cœur de ce bébé. Oui, ce qui est super, moi ça m'a vraiment rassurée et j'avais besoin de ça. Ouais. Mais en fait, à chaque fois qu'elle galérait à le trouver, parfois elle mettait plusieurs minutes avant de le trouver, c'était à chaque fois mon cœur qui partait. Ah ouais, vraiment c'était flippant. Est-ce que tu as mis en place, je sais pas, des trucs pour toi, des séances de quelque chose pour te détendre un peu ? Non. Comment tu t'es changé les idées ? Parce que 9 mois, pour le coup, là, c'est long. Oui, c'était long. 9 mois d'inquiétude. J'avais l'impression qu'il serait plus en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça a été long et en même temps, on a vécu ça avec ma sœur toutes les deux. On était enceintes en même temps, donc c'était génial de vivre ça ensemble. Et encore une fois, j'ai adoré être enceinte. Oui. Donc c'était un grand plaisir de le sentir vivre en moi, grandir. J'étais rassurée à chaque échographie. Sauf une. Je me souviens d'un rendez-vous à 6 mois à peu près où le docteur qui nous suivait habituellement n'était pas dispo. Donc, c'était une externe qui nous a fait le rendez-vous. Et déjà, on arrive et sur le dossier, il y avait marqué donc notre nom et il y avait marqué MFIU, en gros, sur le dossier. Et elle dit, alors, je vois que vous avez déjà un enfant. Alors, je dis, non. Donc, elle ne savait pas ce que voulait dire MFIU. J'ai dû lui expliquer. Ouais, j'ai dû lui expliquer. Ah dis donc. Et on passe au monito et elle ne le trouve pas. Donc là, on est à 6 mois de grossesse. Et je vois qu'elle galère. Les premières minutes, je suis calme. J'essaie autant que possible.
Je me dis, ça va aller. Je l'ai senti bouger il y a vraiment pas longtemps. Ça va le faire. Et elle cherche. Et je la vois commencer à tordre la bouche, à froncer les sourcils. Et au bout d'un moment, je lui dis, c'est fini. Et elle hoche la tête. Oh Ah ouais, mais vraiment. Donc, je me mets à pleurer. Mais alors là, pour le coup, je revis tout. Je sais qu'ils vont venir me chercher, qu'ils vont déclencher l'accouchement. C'est fini. On se tient la main avec Arnold. On est effondrés. Elle va chercher le docteur, qui était dans un bureau un peu plus loin. Il arrive et lui, en 2 secondes, il l'a trouvé. Putain. Et c'est moi qui me suis excusée auprès d'elle. Elle était hyper froide en plus. Je me suis excusée auprès d'elle d'avoir surréagi. Et après, je me souviens, j'ai grelotté pendant 2 jours. J'étais tellement tendue que j'ai grelotté pendant 2 jours. C'était horrible ce moment-là. À 6 mois. À 6 mois. Ok. J'ai cru vraiment revivre la même chose. Et puis finalement, je me suis détendue. Et alors, dans le cas d'une MFIU, généralement, ils déclenchent l'accouchement 1 mois avant. Oui. Ils estiment qu'à 8 mois, le bébé est à terme et qu'il est plus en sécurité dehors que dedans. Oui. Et c'est mieux pour tout le monde. Et voilà. Pour les parents, comme pour le bébé. En tout cas, moi, ça me rassurait, donc j'ai accepté. Et vous saviez que c'était un autre petit garçon ou pas ? Oui. D'accord. Et là, pareil, quand je l'ai su, je m'étais dit, j'espère que ce sera une fille pour pas le comparer. Parce que si physiquement il lui ressemble, ça va être compliqué de pas faire l'amalgame. Et en même temps, j'espérais que ce serait un garçon parce que je savais que ce serait le dernier. Et je me disais, ce sera trop dur toute ma vie de me demander comment c'est d'avoir un garçon. Et à chaque fois que je croise des petits garçons, de me dire, il aurait été comme ça et tout. Voilà. Donc, les deux m'allaient. Mais voilà, quand j'ai su que c'était un garçon, j'ai pleuré quand même. En même temps de joie, en même temps de peur. Ouais. Et en même temps de tristesse en repensant au premier. Bah, bien sûr. Donc, vous saviez que vous alliez accueillir un petit garçon. Oui. Est-ce que, comme pour le premier, vous aviez préparé autant la chambre, encore les petites plus. affaires? Encore plus. Encore plus. Parce que j'imagine préparé. À quel point c'est... Voilà, vous reviviez la même chose. Est-ce que c'était les mêmes affaires? Est-ce que c'était la même déco, les mêmes meubles? Non. Vous aviez tout bazardé? Je demandais à tous ceux qui nous offraient quelque chose de ne pas offrir quelque chose en rapport avec l'océan. Oui. J'avais envie vraiment de changer. Donc lui, c'était plus les animaux de la forêt. On avait peint sur les murs des petits oiseaux. Enfin voilà, on lui avait fait... Bon, il faut dire qu'entre-temps, c'est vrai que vous aviez changé de maison. Oui. Donc c'était l'occasion aussi de repartir à zéro. Mais de toute manière, quand il avait quitté la maison, il avait vendu tous les meubles qu'on avait pris pour lui. D'accord. Et les vêtements, on en a gardé une partie et il y a le reste qu'on a donné à des associations. On a gardé que ce qu'on voulait garder pour se souvenir, mais pas pour un enfant futur. Pas pour habiller un autre bébé. Non, même ses jouets, j'ai encore les jouets qu'on avait achetés, mais mes enfants savent que c'est à lui. Ah oui. Je leur interdis pas de les toucher, mais ils savent que c'est pas à eux. D'accord. Donc, une nouvelle chambre, des nouveaux petits habits de bébé, une nouvelle déco. Plein de gens qui l'attendent. Ouais. Avec encore plus, je crois, d'impatience, parce que je pense que tout le monde avait envie de nous revoir heureux. Bah oui. Vous sentiez justement les gens un peu fébriles, un peu qui marchaient sur des œufs avec vous? Comment c'était? Alors, pas qui marchaient sur des œufs, mais qui nous entouraient énormément. Ouais. Ils étaient très présents. Ils ne vous parasitaient pas avec leur propre inquiétude? Non, du tout. Non. Mais très vite, ça a été... pour le premier, au début d'ailleurs, j'ai fini par dire au bout d'un moment aux gens qui m'entouraient, vous pouvez me parler de lui, au contraire. Parce que tout le monde évitait de m'en parler pour pas me faire de peine. Et ma mère, même des années plus tard, à chaque fois que je lui parlais de lui, elle changeait de sujet. Ah oui. Et c'était dur. Et un jour, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mais maman, mais tu veux jamais que je te parle de lui? Et elle s'était mise à pleurer à son tour, ce qui m'avait brisé le cœur, parce qu'elle pleure pas facilement. Et elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu crois? Je pense à lui tout le temps. Et si je change de sujet, c'est parce que je veux pas que ça te fasse de la peine. Je lui dis, mais maman, la peine, je l'ai, qu'on en parle ou pas. Et pour moi, c'est important que les autres n'hésitent pas à en parler quand ils ont envie d'en parler. Et prononcent son prénom. Mais oui. Et ils le font. Ils le font, et puis moi, j'en parle très souvent. D'accord. J'ai besoin d'en parler souvent, donc... Mais oui, mais ça, c'est quelque chose de très paradoxal et qui se produit souvent dans l'entourage de familles endeuillées. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un éléphant au milieu de la pièce et personne n'en parle. Tout le monde tourne autour parce qu'on a peur que ça ravive des souvenirs. Mais comme tu dis, la peine...
elle est en vous. Enfin, je veux dire, elle est là tout le temps. Elle est là tout le temps. Après, c'est vrai que je peux comprendre à certains moments où vraiment j'y pense pas, qu'on vienne m'en parler, ça allume un truc. Bien sûr. Mais en tout cas, mes proches, je leur dis, vous en parlez autant que vous voulez. C'est ça. Tu leur as dit, tu les as mis à l'aise là-dessus. Oui, et je leur ai dit même, je veux que vous en parliez. Je vous oblige à en parler. Ouais. Ne l'oubliez pas. Mais c'est important. Et chaque année, le 8 août, tout le monde m'appelle. Enfin, voilà. Et puis, il n'y a pas besoin du 8 août pour penser à lui, mais c'est vrai que ce jour-là, particulièrement, tout le monde est très présent. Donc, tout le monde attendait ce deuxième petit garçon avec impatience. Oui. Et donc, tu as été déclenchée un mois plus tôt. Non. Il est arrivé avant. Mais non. Je lui ai parlé. Il est arrivé tout seul comme un grand. Je savais que le déclenchement pouvait être brutal pour lui et douloureux pour moi. Je savais que ça y est, c'était bon. On avait eu l'échographie qui disait qu'il était prêt. Ouais. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit, je suis prête. Alors, je ne crois pas que ça ait changé quoi que ce soit. Hein. Tu sais pas. Mais il n'empêche que le lendemain, on était devant la télé et je sens des petits trucs qui bougent dans mon ventre. Enfin, quelque chose. Il se passe quelque chose en bas. Et je dis à Arnold, je sens qu'il y a quelque chose, mais j'ai pas mal du tout. Les contractions, ça me semble pas être ça. Il me dit, écoute, si tu veux, on y va. Je dis, attends un peu. Puis ça continue. On va à la maternité. Et quand elle m'a examinée, elle me dit, mais vous avez pas mal? Je lui dis, non. Elle me dit, vous êtes déjà dilatée à 3, donc c'est pour aujourd'hui. Ah ouais. Et donc, c'était tard, c'était le soir. Et donc, l'accouchement a été très long. Ouais. Il a pris tout son temps, mais ça s'est extrêmement bien passé. On a été super entourés parce que l'équipe en place était au courant de ce que j'avais vécu, donc a rassuré toutes mes inquiétudes. Moi, j'avais très peur à chaque fois parfois, le monitoring, il bouge et ça sonne, ça bip. Oui. Et là, à chaque fois, je me disais, OK, ça y est, c'est fini. À chaque fois. Sauf que je le sentais bouger en même temps. Oui, quand et même. C'était quand même c'était irrationnel. Je me disais, ça s'est arrêté. Son cœur s'est arrêté alors que je le sentais bouger. Bon, bref. Oui, mais tu devais avoir les yeux rivés sur le monito. Là. Ah oui, je disais, non, mais là, son cœur, il descend beaucoup. Enfin, et j'essaie toujours de ne pas être chiante parce que j'imagine que ça doit être chiant. Donc, je garde beaucoup de choses pour moi. Mais quand même, de temps en temps, je leur disais, vous êtes sûre, tout va bien? Et elle me disait, oui. Elle me rassurait, elle était extrêmement patiente. Et ton super gynéco-obstétricien, il était là? Il était là, bien sûr qu'il était là. Ouais. Ah ouais. Et la sage-femme m'a dit, vous pouvez toucher la tête. Et quand j'ai touché la tête, mon Dieu, j'oublierai jamais cette sensation. C'est incroyable. Il était là, il était vivant, il a crié. Ils me l'ont posé dessus et ça a été, mais vraiment, quand on dit le plus beau jour de ma vie, mais jamais j'ai ressenti ça. Mon Dieu, mais quel bonheur, quel bonheur. C'était un amour, mais une explosion, quoi. Il était là, il lui ressemblait pas du tout. C'est vrai. Il ressemblait pas à son frère. C'était bien lui. Ouais. C'était avec sa petite tête. Notre deuxième. Ouais. Est-ce qu'il avait les yeux ouverts? Ah ouais, il avait les yeux ouverts. Il a cherché à manger tout de suite. Ah oui, il était bien éveillé, quoi. Il était très éveillé. Et voilà, on lui a dit bienvenue, mon amour, bienvenue. Ah là là, ça c'était un des plus grands moments de ma vie. Tu parles. De notre vie, quoi. Je regardais Arnold, il chialait alors. Mais cette fois, pas pour les mêmes raisons. Bien sûr. C'est ça que j'appelle le bliss, tu vois. C'est ce moment de la rencontre, là. C'est extraordinaire. C'est suspendu, quoi. C'est extraordinaire. Que tout s'arrête. J'ai eu l'impression après avoir arrêté de respirer pendant 2 ans, de reprendre une grande bouffée d'oxygène et ça y est, je suis revenue dans la vie, quoi. C'était vraiment, et je lui ai dit il y a pas longtemps d'ailleurs, il a 12 ans maintenant, et je lui ai dit, tu sais, mon chéri, tu m'as redonné le bonheur, quoi. Enfin, t'as ramené le bonheur. D'ailleurs, je l'appelais mon bonheur quand il était petit. Ouais. Vraiment, c'était... je crois que je suis née en même temps que lui. C'était... une renaissance. Une renaissance, vraiment. Complètement. Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est que ma sœur a accouché 4 jours avant. Ah mais oui, je voulais te demander, parce que ta sœur, son terme était quand même après, normalement. Non, avant le mien. Ah oui, puisqu'elle était tombée enceinte, mais bien vu sûr. Que moi, j'ai accouché en avance et qu'elle a accouché un peu en retard. Oui, vous étiez raccord. Elle a accouché le 20. Et le jour où elle est sortie de l'hôpital, de la maternité, j'y suis rentrée. Ah, dans la même maternité? Dans la même maternité. C'est drôle. Et on était au même étage, enfin, c'était trop drôle. Quel bonheur d'accueillir 2 bébés comme ça dans une famille. Puis ils ont grandi ensemble. Oh là là, c'est extraordinaire. C'est formidable. Et donc ce petit garçon est venu rallumer la lumière. Complètement. Dans vos vies. Je l'ai regardé dormir toute la première nuit. Pas par envie, pas par bonheur, mais par peur.
J'étais persuadée que si je fermais les yeux, si je dormais, il allait mourir. Et puis voilà, il m'a fallu du temps pour prendre confiance en la vie. Est-ce que tu l'as allaité ? Oui. Et ça a été d'ailleurs une obsession, ça aussi. J'avais l'impression de réparer quelque chose. Bah oui. Je crois que j'en voulais tellement à mon corps. Je me suis rendu compte de l'acharnement que j'ai mis à l'allaiter. Parce que tout le monde me disait d'arrêter, parce que ça me faisait très très mal. J'ai eu des crevasses très tôt, j'avais pas beaucoup de lait, en fait c'était vraiment galère. Du coup, il fallait que je tire mon lait, que je le mette dans un biberon et que je lui donne au biberon, parce qu'il prenait plus mon sein. Ça a été hyper compliqué. Je suis allée voir des conseillères en lactation, Et finalement, tu l'as mais je voulais pas arrêter. Ah oui. Je voulais pas arrêter, je voulais que mon corps, cette fois-ci, il assure, et j'ai allaité 6 mois. Ah, quand même. Ouais. Sans trop de souffrance, ça a été, les derniers mois quand même, j'ai... t'as pu profiter un peu de ces moments-là ? Pas tellement. Si, j'ai profité. J'ai adoré l'allaiter. Ça a été très dur quand j'ai arrêté, mais je me rendais compte que ça me fatiguait beaucoup trop et que du coup, j'étais pas, je profitais pas du bonheur. En fait, j'étais trop fatiguée. En plus, il y avait toutes mes inquiétudes et tout. Enfin, voilà, les premiers mois, j'avais peur qu'il meure. J'allais le voir quand il dormait, mais vraiment toutes les 5 minutes. Vraiment toutes les 5 minutes, littéralement. Tu t'es transformée en mère louve, là. Oui, mais beaucoup trop. Je me souviens une fois avoir vu, lu ou entendu un témoignage d'une femme qui disait qu'elle avait fait ça et qu'elle s'était gâchée les premières années. Et je me souviens qu'il avait 7 mois à ce moment-là et que je me suis dit, OK, j'arrête. J'arrête parce que je suis en train de gâcher le bonheur des premiers mois. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté d'y aller aussi souvent. Alors, on a quand même fait du cododo. Enfin, il dormait dans notre chambre tard, d'ailleurs. Il avait son lit dans notre chambre. Il était toujours avec nous. Oui. Et puis... Bah, attends, c'est... Oui. C'est un peu normal aussi, vu ce que vous aviez traversé, d'avoir ce truc de fusion. Bah oui. J'ai fait de mon mieux. Oui, puis t'en avais besoin. T'avais envie de ces moments collés, quoi. On était vraiment fallait collés. Profiter fallait pas en perdre une miette. Toujours, et d'ailleurs, il y en a qui me disaient arrête. Je le portais en écharpe et tout le monde me disait mais arrête, tu vas en faire un anxieux. Bon, c'est pas faux. Mais je pense que c'est pas lié. Mais voilà. Oui, il n'était pas question de te séparer de lui. T'arrivais à le faire garder un peu ? Non, on l'a jamais fait garder. Comment non, mon mari a arrêté de travailler pendant la grossesse pour devenir père au foyer. Ok. Oui, ça a été une décision il a voulu prise profiter avant. complètement pendant la grossesse, D'accord. Il a voulu, parce que vu qu'il était dans la restauration, il travaillait énormément. Et le soir, le week-end, et il voulait vraiment en profiter. Et vraiment de perdre le premier, ça a tout changé pour la suite. On n'aurait pas été ces parents-là extrêmement présents, je pense, si on n'avait pas vécu ça. C'est sûr. Donc là, non, on l'a mis pour lui, pour que ce soit plus facile pour lui, à la halte garderie à 2 ans, pour qu'il s'habitue avant l'école. Oui, à être un peu en collectivité. 2 jours par semaine, et sinon, il était toujours avec nous. Toujours avec vous. Même pas ta maman ? Elle le gardait pas un peu chez elle ? Mais lui, il voulait pas. Il voulait pas voir d'autres personnes. Il y a eu toute une période, pendant de longs mois, où dès qu'une personne s'approchait de lui, il hurlait. Ah oui. Moi, j'avais eu des inquiétudes déjà plus tôt, mais de grosses inquiétudes. J'ai repéré très tôt qu'il regardait pas dans les yeux, alors que je lui donnais le sein. Normalement, il y a un contact visuel. Je le voyais avec ma sœur. Qui allaitait aussi sa fille. Donc je voyais, j'avais l'exemple sous les yeux, et lui, il fuyait le regard. Très vite, je me suis inquiétée. Tout le monde, même Arnold, m'a dit « Arrête, tu t'inquiètes trop ». J'en parlais à la pédiatre qui m'a rassurée. Et puis, je crois que c'est vers 4-5 mois que la pédiatre a dit « Ok, il y a quelque chose ». Il fuit le regard. Bon, on attend, on voit comment ça évolue. On a réussi à avoir un rendez-vous avec une psychomotricienne spécialiste de tous les troubles liés des troubles des bébés, tout ça, qui tout de suite nous a parlé d'autisme profond. Ah oui. Elle nous a dit, il est dans sa bulle, il faut absolument le percer la bulle, parlez-lui. Alors je disais, je lui raconte déjà ma vie, donc... Oui, tu lui parlais déjà beaucoup à cet enfant. Oui, je lui parlais énormément, on lui parlait beaucoup, donc on lui a parlé encore plus, mais j'étais morte d'inquiétude. Je ne dormais pas, j'allais pareil sur des forums, je tapais dans Google, bébé qui ne regarde pas, bébé qui fuit le regard, et tout ce que je voyais, c'était vraiment l'autisme profond. Et à l'époque, je ne connaissais pas l'autisme, donc j'étais très inquiète. Donc ça, tu t'en rends compte très vite. Il a 6 mois. Même pas. Moi, à 2-3 semaines, déjà, je suis inquiète. D'accord. Je vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Très, très vite. Et donc... Alors, il y a des professionnels qui nous ont dit « Madame, vous êtes beaucoup trop inquiète. C'est normal avec votre histoire, mais vous faites peser vos inquiétudes sur votre fils. » Donc, très culpabilisant. Il se trouve que plus il a grandi, plus on a vu qu'il y avait quand même une différence. Ouais. Quand on est arrivé à 3 ans, il ne comprenait pas un mot de ce qu'on disait.
Il ne parlait pas, il n'était pas propre. Mais il est allé à l'école quand même. Il faisait illusion. On l'appelait Jack l'Arnaque, parce que il faisait illusion. Mais il vous parlait, Non, il parlait pas. Mais par exemple, si on lui disait tu veux un gâteau, il nous regardait comme ça, il comprenait pas. Et si on lui montrait le gâteau, il était super content, il venait chercher le gâteau. Donc c'était vraiment les mots. Mais ça, tu me parles de son attitude à 3 ans, mais entre 0 et 3 ans, il n'y a pas eu de diagnostic posé ? Non, du tout. Non, du tout. On nous a parlé d'éventuellement, peut-être, plus tard, autisme, retard intellectuel, mais il fallait attendre pour voir, parce qu'il était trop petit et que ça pouvait se débloquer et que ça pouvait être juste un simple retard. Ah, mais tu voyais bien ta nièce qui gazouillait, qui commençait... Alors, il gazouillait, il a babillé, il a marché dans les temps. Ah oui. Donc, il y avait sur d'autres domaines, il souriait énormément, mais il nous regardait pas, il fuyait le regard. Et vous communiquiez comment avec lui ? Nous, on lui parlait et lui, il comprenait pas. Donc, il y avait beaucoup de gestes. À un moment, il y avait des petits pictogrammes aussi. On faisait comme ça. Mais en fait, il était très observateur et il s'adaptait. C'est-à-dire que quand on l'a mis à la halte garderie, on a prévenu le personnel et elles nous ont dit « Mais non, il n'y a aucun problème ». Tout le monde nous disait toujours « Mais non, il n'y a aucun problème Oui. ». Maintenant, quand on lui dit « On va dehors, il va mettre ses chaussures », je dis « Oui, parce qu'il voit les autres le faire ». Et donc, il fait comme les autres. Et donc, il a fait illusion très longtemps comme ça. Et le diagnostic, il y a eu un premier diagnostic de dysphasie à 6 ans. Donc, il a été suivi depuis ses 3 ans par une orthophoniste géniale. Il y en avait eu d'autres moins géniales avant, qui disaient qu'il n'avait rien, ou alors, pareil, qui étaient très culpabilisantes. Celle-là, géniale, elle a fait un vrai bilan. Elle a vu qu'il avait vraiment... Il comprenait pas les mots, le verbal. Mm-hmm. Et elle l'a fait bosser. Et ça, plus le fait qu'on lui lise beaucoup de livres, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Il a développé un vocabulaire incroyable. Il s'est mis à comprendre ce qu'on disait. Alors, encore aujourd'hui, à 12 ans, parfois, il y a des mots ou des formules, des trucs qu'il ne comprend pas, mais on lui explique et il les retient. Ouais. Mais donc, il a commencé à très bien parler vers 3-4 ans ? Ça, c'est plus tard, à force de lire, lui, je crois. Ah oui, d'accord. Il emploie des mots, parfois, il pouvait employer, quand tout à coup, il dit des mots comme ça, mais parce que dans son livre, ça se passait comme ça, c'était écrit comme ça. Alors, avec du passé simple, des choses comme ça. Donc, il est vraiment dans l'observation. Il a une très bonne mémoire visuelle. Donc, on l'a fait diagnostiquer. Donc, il y a ça, il y a un HPI. Et puis, moi, je continuais à penser qu'il y avait un trouble autistique. Léger, certes, mais présent. Il n'a pas le second degré. Il n'a pas tout ce qui est implicite. Donc, si ce n'est pas expliqué clairement, par exemple, au collège, là, il galère un peu, mais bon, les profs sont au courant. Alors, j'ai été rassurée au fil des ans, le voyant progresser, devenir ce gamin finalement bien dans ses pompes et qui s'adapte facilement. J'ai arrêté de pas dormir. J'ai commencé à dormir. Et je me suis dit, bon, dans tous les cas, ça sera assez léger. Il s'adapte. Et puis, tant qu'il est heureux, finalement, c'est ce qui compte. Donc, on va l'accompagner au mieux. Et puis, on verra ce qu'il adviendra. Et il a été diagnostiqué l'année dernière. À peine. Ouais. À Paris, à l'hôpital de Bray. On a réussi à avoir un rendez-vous dans un service spécialisé. Bon, il a une dysphasie, c'est sûr. C'est quoi la dysphasie déjà ? C'est un trouble du langage. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc pour lui, c'était sur le plan réceptif. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas les mots. Voilà. Donc c'était mixte, lui. Donc il y a aussi l'émission des mots qui ne se faisaient pas correctement. Il a également un trouble de l'attention, très sévère. Il a un haut potentiel intellectuel et il a des traits autistiques à cheval sur le trouble autistique. Donc voilà, c'est pas un vrai TSA. Il a un TSA, mais trouble du spectre autistique, oui. Qui est assez léger quand même pour lui permettre d'avoir une scolarité comme les autres. Il est dans un collège classique. Super déjà, oui. Ouais. Il a eu une AESH l'année dernière et cette année, il m'a demandé s'il pouvait s'en passer. Et il s'en passe très bien. Pour l'instant. D'accord. Donc voilà. Donc il a quand même fait de gros progrès, cet énorme, enfant. Incroyable. Vraiment, on nous prédisait pas du tout ça. Bah oui, parce que si tu dis que tout petit, il tenait même pas le regard, qu'il a parlé très très tard. Et maintenant, il tient le regard. Ah oui. Ah oui, il tient le regard. D'ailleurs, il me fait rire parce que il a une psychologue, une neuropsy qui est spécialiste et qui lui apprend tout ça. Et elle lui apprend notamment à regarder dans les yeux. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de raconter ça, mais quand je l'ai emmené rencontrer le proviseur de son collège, je lui avais dit, essaie de bien le regarder dans les yeux quand tu parles.
Et c'était flippant parce qu'il le regardait comme ça, les yeux écarquillés. Et il l'a pas quitté du regard. Et moi, je le regardais à côté, j'avais envie de lui dire « Détends-toi ». C'est trop mignon. Et quand on est sorti, avant même qu'on ait fermé la porte, donc le gars nous a entendus, il a dit « T'as vu maman, je l'ai bien regardé dans les yeux ». Ah oui, tu l'as bien regardé dans les yeux, mais là c'était trop. Mais... tu regardes bien, mais tu regardes trop. Ouais. Mais il progresse, il est drôle, il est génial, Ah oui, il est gentil, il est a drôle. Même chopé le second degré. Il commence, il est obligé avec nous. Bah, c'est On ce en que a j'allais beaucoup. dire, c'est-à-dire que On en a chez beaucoup. vous, c'est Mais au début, presque c'était un art de compliqué. vivre. Mais il commence à l'avoir. De temps en temps, il me dit « Maman, là, c'est du second degré. » Ah, Mais- c'est chou. Mais de toute il façon, est c'est drôle quand même. C'est compliqué pour les enfants de choper le Oui, second de degré. toute hein. manière. Les enfants, De toute manière. ils se vexent hyper vite. Ouais. Quand tu les vannes, C'est ça. souvent ça les fait pas rire du tout. C'est ça, c'est pas facile. C'est pas D'apprendre, évident. c'est un Bah, apprentissage. bien sûr. Mais bon, il commence à Mais la vu voir. la vitesse à laquelle il Oui. va, c'est quand Ouais. même prometteur. Ouais. Oui, c'est très prometteur. Et puis il a des copains. Oui, et c'est puis, ça. Il a la ouais. vie d'un Puis il est- pré-ado. C'est ça. Ah oui, assez il commence à nous classique. répondre. Ouais. Oui. Parce qu'il a été justement trop obéissant. C'était un enfant, tu lui disais, on va au lit, d'accord. Enfin, tout était facile. Eh oui. Et même les psys nous disaient, il faudrait qu'il se rebelle un petit peu. Bon, il a bien compris. Ça commence, mais c'est chouette. Je trouve ça génial. Ah bah bien sûr. Je trouve ça génial. C'est une très bonne nouvelle Ouais, qu'il c'est se bien. rebelle. C'est bien, il fait comme les autres. Ouais, et ça, voilà. c'est génial. Ouais. Oui, donc ce petit garçon a quand même suscité encore pas mal d'inquiétudes et d'anxiété Oui. chez toi, ma chère Virginie. Au cas Je me où suis dit, tu ça n'en peut aurais jamais se passer pas assez. normalement, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de normes, mais ça peut pas se passer facilement. Et du coup, on s'est dit, on n'en aura pas d'autres, c'est sûr. Et avec Arnold, comment ça allait? Justement, votre couple quand même qui avait été très très éprouvé peu de temps auparavant. Là, la naissance de ce deuxième enfant, ça a confirmé la réparation, la reconstruction Oui. de Alors, votre couple. évidemment, ça a été difficile de trouver un équilibre à trois, comme je pense beaucoup de parents et de nouvelles familles, mais ça a consolidé, bien sûr. On était tellement heureux. On a profité de lui les 3 premières années, donc à être tout le temps avec lui. En plus, lui, c'était vraiment un papa très attentionné. Moi, j'adorais les voir tous les deux, créer ce lien. C'était, ça a vraiment confirmé qu'on était bien ensemble. Bien ensemble Oui. et bien à trois, Et bien à sans trois. forcément remettre ça, sans forcément refaire un autre Alors, enfant. Sans forcément refaire un autre enfant, mais par peur. Oui, Et au bout de 6 ans, quand il a eu 6 ans à peu près, ça faisait un moment déjà que je me disais, il me manque quelqu'un. Quand on allait par exemple au restaurant, qu'on était à 3, j'aurais trouvé ça super cool d'avoir un autre enfant. Et je sais pas, c'était vraiment, il y avait un manque. Alors il manquait évidemment le premier, donc je pense que c'est lui qui manquait aussi. Mais j'aurais bien voulu en avoir un autre, sauf que j'avais 40 ans. Toi, t'en étais où professionnellement? Quand est-ce que tu t'es vraiment mise à écrire sérieusement, j'ai envie de Alors, dire. sérieusement, en 2014, donc quand il avait 2 ans, D'accord. c'est là que j'ai envoyé mon manuscrit à un éditeur et qu'il a dit « Ok, je le publie ». Parce que je croyais que tu avais essuyé pas mal de oui, refus. j'ai abrégé, mais oui, Oui, il y a eu il des paraît que refus tu as été refusée par toutes les maisons d'édition par 8 maisons d'édition. qui avaient vraiment Mais le nez c'était- creux. oui. Mais c'était un premier manuscrit que j'avais écrit avant même le premier Ah. bébé. D'accord. Donc c'était avant. Et celui-là, le deuxième, je l'ai envoyé à un seul éditeur. Donc je l'avais écrit en 1 mois pour participer à un appel à manuscrit d'une maison d'édition. Et il a été refusé. Il était arrivé en finale, mais bon, il n'a pas gagné, donc ils l'ont pas publié. Il est resté ensuite des mois dans mon ordinateur parce que je le trouvais nul et que j'étais persuadée que ça y est, bon, c'est bon, j'avais tenté, on arrête là. J'allais pas refaire imprimer, relier, envoyer par la poste, c'était trop galère. Et puis un jour, peut-être 8-9 mois plus tard, une amie le lit, elle me tanne, elle me dit non, mais il faut absolument que tu l'envoies à des maisons d'édition. Je me renseigne, je trouve une maison d'édition qui accepte les manuscrits par mail. J'envoie et 2 jours plus tard, il m'appelle en me disant je veux le publier. Génial. Ouais, incroyable, incroyable. Sauf que vu que je l'avais écrit en 1 mois, je l'assumais pas totalement. Donc je l'ai réécrit entièrement et c'est devenu mon premier roman, Le premier jour du reste de ma vie, et qui est sorti en janvier 2015. D'accord. Donc quand mon fils avait quasiment 3 ans. Ok. Mais je continuais de bosser. Mais c'est ça, c'était Ouais. pas encore rémunérateur. Non, ah non, du tout. J'ai Du arrêté de bosser au 4e
4e roman. Et oui, surtout que vous n'aviez qu'un salaire. Oui, puisque ton exactement. mec bossait plus. C'est ça. Ok. Donc ton premier roman sort en 2015. Votre fils a 3 ans. Et c'est 3 ans plus tard, donc, que l'envie d'un autre enfant se réveille, en fait. L'envie était là depuis un moment, mais elle devient obsédante. Ouais, en 2018, je dirais. L'année de tes 40 ans. Ouais, c'est bizarre, hein. Et alors Arnold, c'était quoi le projet? C'était quoi l'idée? Tu es partie en quête de le convaincre? Non, parce que je voulais que ce soit une vraie envie chez lui. Donc je lui en ai parlé une fois. Enfin, je lui ai dit que vraiment, moi, c'était un désir profond, que c'était pas un truc pris à la légère, qu'il me manquait quelqu'un. En plus, notre fils était très demandeur d'avoir un... Donc là, il avait 6 ans à peu près. Très demandeur d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Vraiment, il se sentait seul. Il me disait souvent, je me sens seul. Ah oui. C'est terrible, hein, alors qu'on était là tout le temps, alors qu'il avait sa cousine, son cousin. Mais il se sentait seul. Et donc, il m'a dit, écoute, j'entends, laisse-moi le temps de voir si je suis prêt, parce qu'il avait très peur. Et on a vu un professionnel qui nous a dit qu'il y avait peu de risques que le prochain enfant, si on en avait un autre, ait un trouble comme notre fils. Donc, ça l'a un peu détendu. Oui, c'était ça qui le terrifiait, en fait. Ouais. Il avait très peur. Moi aussi, hein, mais lui, ça passait au-dessus de tout. Et le jour de mon anniversaire, il m'a offert un bon pour un bébé. Ah, c'est génial. J'ai trouvé ça génial. Meilleur cadeau. Je l'ai regardé, j'ai dit vraiment. Il me dit oui, je suis prêt. Et j'en ai très envie aussi. Donc, j'adore le bon pour un bébé, c'est tellement mignon. Oui, je l'ai gardé. Génial. Ouais. Donc là, il fallait s'y mettre. Il fallait s'y mettre dardard. Dans les meilleurs délais. Il fallait y aller. Et donc, on y est allé. Et je suis tombée enceinte. Alors là, peut-être le 1er ou 2e mois. Donc, très rapidement, encore une fois. Et je l'ai perdu au bout de 3 mois. Ok. On venait de l'annoncer à notre fils. Ouais, on l'avait annoncé 4 jours avant. On avait attendu 3 mois. On s'était dit, allez, c'est bon. Il avait été heureux, mon Dieu. Et ça lui a brisé le cœur. Je ne l'ai jamais vu aussi malheureux. Qu'est-ce qu'il a été triste, mon chéri. Ah ouais, ça a été très, très dur de lui annoncer. Et toi, t'étais encore inquiète? Oui. 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 Non, mais parce que là, pour le coup, bon... Mais encore c'est plus, arrivé. Parce que j'avais 41 ans, donc les risques, ils sont un peu multipliés. Oui, c'est sûr. Donc, et puis avec tout ce qui s'était passé et tout, mais j'étais très inquiète. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on était allé ce jour-là chez le gynéco, vérifier si tout allait bien. Et puis non, tout allait pas bien, tout s'était arrêté, donc voilà. Et puis... pareil, donc assez douloureux. Ça ravive pas mal de blessures, la fausse couche. Oui. Compliqué parce qu'en plus, il a fallu que je prenne un médicament pour l'expulser. Enfin, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin d'opération. Mais ça a été expulsé naturellement. Avec le médicament. Avec le médicament. Ouais. Bon, c'est pas mal. T'as pas eu à repasser au bloc. Ouais, ça aurait été plus compliqué. Ouais. Et surtout, ça voulait dire que je pouvais retenter plus vite après. Oui, absolument. Et on a retenté quasiment tout de suite. Mais le mois d'après, on n'a pas retenté. On a fait l'amour comme ça, sans faire attention aux dates ni rien. Et d'ailleurs, on l'a fait une fois dans le mois. Parce que voilà, j'étais pas en grande forme et tout. On l'a fait une fois dans le mois. Et mes règles n'arrivent pas. Et je me dis pas, tiens, peut-être que je suis enceinte. C'est ma sœur, encore une fois, qui me dit, tu veux pas faire un test? Je dis, bon, alors là, 0 chance, quoi. J'étais pas du tout en période d'ovulation. Enfin, j'étais persuadée que c'était pas le cas. Et je fais le test, il est positif. Et là, grande joie. Ah oui, donc tout de suite après? Tout de suite, le mois d'après. Ouais, tout se passe super bien. La première écho, ils nous font une datation. Et c'est pour ça que je précisais qu'on l'avait fait qu'une seule fois ce mois-ci. C'est parce qu'il me le date une semaine avant. Et je dis non, impossible. Pas possible. On ne l'a pas fait, donc impossible. Je sais quel jour on l'a fait. Ils tiennent bon, ils le datent, ça aura son importance pour la suite, ils le datent une semaine avant. Sans doute parce qu'il est très grand, je sais pas. Je sais pas comment ils... Okay. Bon. Malgré Ils sont sur d'eux. Ma parole ne compte pas, malgré le calendrier. J'imagine qu'il y a des parents qui se trompent, mais enfin, quand la mère est sûre, globalement, on peut lui faire confiance. Vu ce qui s'était passé dans le mois, tu savais exactement quel jour vous aviez fait l'amour. Je savais. Ouais. Donc, je me dis, ok, il se trompe, mais c'est pas très grave. Sauf que, si, ça l'est, parce qu'on prévoit la date de déclenchement, et que du coup, il la prévoit une semaine trop tôt. Ah oui, ils n'ont pas démenti jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Il était très grand. Et donc, ils l'ont déclenché trop tôt ? Ils l'ont déclenché trop tôt. Moi, je le savais, eux le savaient pas. Donc, j'ai dit, OK, j'aurais pu insister plus, mais je me suis dit, bon, ça va pas être très grave. C'était la même équipe C'était que la précédente fois, avec ce super obstétricien, qui a été encore une fois royal. Ouais. Donc, j'arrive à la maternité le matin à 9h pour être déclenchée. Il me pose rapidement la péridurale et là, on attend. Et en fait, il est très haut. Et il descend pas. C'est-à-dire que le bébé n'est pas prêt. Ouais. Et puis là, il était vraiment pas prêt, quoi. Il était bien. Il voulait rester encore un moment, je pense. Puis les heures passent et son cœur descend de plus en plus. Et à un moment, elles appellent l'obstétricien. Il essaie, il me fait pousser, tout ça. Il essaie, il voit que ça vient pas. Je crois qu'ils utilisent une ventouse ou des spatules, je sais pas. Enfin, il se passe quelque chose. Et d'un coup, il dit, mais on le perd. Parce que je voyais bien que le cœur, On le perd, on le perd, code rouge, on part au bloc. Oh, putain. Ah oui, césarienne d'urgence. Césarienne d'urgence. Donc, on part en urgence au bloc. Et là, alors que c'était désert 2 minutes avant, je vois plein de gens qui arrivent de partout. Ah oui, ça va vite. Incroyable. Une vingtaine de personnes qui arrivent au bloc et qui m'attachent, enfin qui me font... Alors là, après, j'ai l'anesthésie qui monte jusqu'à la gorge. J'arrive presque pas à parler, je parle comme ça. Et je vomis. Mon Dieu. Et j'ai peur. Et Arnold a pu venir avec toi ? Il est arrivé vraiment in extremis, ouais. Je l'ai vu mettre ça à Charlotte et rentrer au moment où ils ont sorti le bébé du ventre. Heureusement, il a pu être là. Parce que parfois, le père n'a même pas le temps de rentrer. Il a pu être là, il est arrivé à temps. Et toi, t'étais dans quel état ? Terrorisée, j'avais qu'une peur. Alors là, vraiment, j'en avais rien à foutre de moi. Je pouvais mourir, j'en avais rien à foutre, mais sortez mon bébé. Et puis, j'ai entendu pleurer. Et puis, ils me l'ont montré brièvement, cette grande asperge. Il était effectivement très grand. Très, très grand. Et il est parti. Et moi, après, je suis restée un moment là. Après, ils m'ont mise en réa. J'ai su après que j'avais perdu 1 litre de sang. Donc, j'avais fait une hémorragie. Et Arnold a pu partir avec Arnold a pu faire votre du bébé. pot à pot tout de suite avec lui. Ah, génial. Et il est arrivé, je sais pas, 2 heures après à peu près. Donc j'ai passé 2 heures toute seule, mais bon, je faisais que vomir, m'endormir, vomir. Bon, j'étais dans le coltard. Il est arrivé avec lui et ça a été la rencontre de mon petit amour, mon petit chéri. Et là, j'ai pu l'avoir contre moi, mais j'étais très faible. Et pareil, des inquiétudes tout de suite. Parce qu'il faisait un bruit, il couinait, il grinçait, il faisait à chaque respiration. Ah, en respirant. En respirant. Bon, après, il me remonte en chambre, tout ça, j'en parle. Le pédiatre passe l'examiner, il dit non, c'est rien, il a dû avaler un petit peu de liquide amniotique. Ça arrive, vous inquiétez pas, ça va aller. Toute la journée, on me dit ça. Donc, j'accouche à 6h du matin. Toute la journée, on me dit ça va aller. Bon, moi, je les crois. Pour le coup, je suis pas très inquiète, je suis bien. Mais ça persiste, le petit bruit. Ça persiste, ça n'arrête pas, tout le temps. Et il n'ouvre pas les yeux, il n'a pas ouvert les yeux une seule fois. Et il prend pas à manger. Ils ont même essayé avec une petite cuillère et tout, il veut rien. Ok. Il a l'air très faible, très fatigué. Et personne ne reparle de la date de... Non, sur le coup, non. Non, ok. Non, on n'y pense pas. Le grand frère arrive pour le rencontrer. Bah oui, bien sûr, qui avait dû l'attendre le Messie. Il lui apporte son doudou qu'il lui avait acheté avec ma mère, donc ils sont arrivés. Et j'ai la vidéo qui est la plus belle vidéo de l'univers. Non, mais ça, la rencontre. Ah ouais, c'est magnifique. Et puis donc votre grand avait 7 ans. 7 ans. Oui, donc grand. Ouais, très grand. Très grand il était grand, grand frère. Donc il se rendait bien compte. Oui. Et je lui avais fait une boîte à grand frère avec plein de petits mots parce que je partais quelques jours et il connaissait pas ça. J'étais jamais partie comme ça. Et puis pour le préparer à l'arrivée, j'avais acheté des livres. Ah bah oui, la totale. Un petit t-shirt de grand frère et j'avais pris le petit body petit frère pour le petit. Enfin bon, voilà, le truc un peu gaga. Bah oui, mais bon, c'est le moment jamais d'être gaga, hein, franchement. Il était très fier de porter son t-shirt. Et voilà, il repart. Ma sœur arrive et quand ma sœur est là, c'est une aide-soignante qui m'entend redire quand même je suis inquiète. Il ouvre pas les yeux, tout ça, et ces petits bruits qu'il fait. Elle l'examine, elle me dit écoutez, je pense qu'il a du liquide amniotique coincé dans les poumons, je vais en bas, ils vont l'aspirer et je reviens. Et elle part et je suis pas bien. Pendant qu'elle part, vraiment, je suis pas bien, je m'effondre, je sens qu'il y a quelque chose. Et en effet, quand ils reviennent, il est pas avec eux. Donc ils nous disent qu'il est en réanimation, qu'il a désaturé, qu'ils savent pas ce qu'il a.
Donc, inquiétude totale. Mais tu n'as donc eu aucun répit. Aucun répit. Si, j'ai beaucoup de chance. J'en ai 2 qui vont très bien. Donc, bien sûr. Mais sur le coup, oui, quand même. À un moment, je me suis dit, merde. Non, mais est-ce qu'on peut me laisser tranquille ? Donc, je descends en réa, 1 heure plus tard. Dès qu'on a pu y aller, en fait, on est descendu. Là, je découvre ce petit bout que j'aime déjà tant, branché de partout, avec un masque à oxygène, enfin bon. Mais on te dit quoi ? On me dit, donc l'interne qui est là, l'interne pédiatre, me dit, il a une infection, on l'a mis sous antibiotiques, il respire pas tout seul, enfin bon. D'accord. Donc, je passe la nuit. Horrible, à pas dormir, à chercher sur Internet infection au nouveau-né. Je vois que c'est pas bon du tout. Donc le lendemain matin, on y va. Et là, c'est une pédiatre qui est là. Et donc elle me dit on a baissé un petit peu l'oxygène, on a l'impression que ça va un peu mieux là, je sais plus quoi. Et je lui dis l'infection. Elle me dit quelle infection ? Je lui dis l'infection dont on nous a parlé hier. Ah mais non, il y a pas d'infection. Et en fait, après vérification, il s'avère qu'il s'était trompé de ligne. Ah, celui qui m'avait dit il y a une infection. En plus, avec vraiment aucun tact. Pour le coup, on peut le dire, c'était un con. Il n'avait aucun tact. J'étais effondrée devant lui, totalement vulnérable. Il m'avait annoncé ça vraiment. Et je lui avais dit, mais il va s'en sortir. Il m'avait dit, j'en sais rien. Oh mon Dieu. Ouais, horrible. Ah oui, d'accord. Il s'était trompé de ligne. Il était trompé de ligne. Donc vraiment, on est parti sur un gros potentiel de pédiatre. Vraiment un foudre de guerre. Donc il avait juste, entre guillemets, une insuffisance respiratoire. En fait, il avait une... je ne sais plus comment ça s'appelle. De l'eau dans les poumons ? Non, il avait les poumons qui n'étaient pas suffisamment développés. Ah bah oui. Ouais. Ça oui, parce qu'il était, il était une semaine trop tôt. Et voilà, exactement. Et normalement, on injecte des corticoïdes pour justement développer un peu, en accélérer les poumons des petits bébés prématurés. Il n'avait pas eu ça ? Ah non, il n'a rien eu du tout. Il n'a rien eu du tout. Non, il n'a rien eu du tout. Donc ces petits poumons n'étaient pas matures. N'étaient pas matures, mais... Il n'empêche que même ça peut être grave. Bien parce sûr. qu'en néonate, très souvent, moi, tout ce que je leur demandais, c'était est-ce qu'il va s'en sortir ? Est-ce qu'il va vivre ? Et elles me disaient, on ne peut pas vous garantir. Donc, ouais. Mais c'est vrai, elles ont raison. Oui, mais enfin quand même, elles auraient pu te dire, il y a quand même de grandes chances. Non, elles ne le disaient pas. Elles me disaient, il progresse bien. Mais ce qui est terrible, avec les bips, l'atmosphère qui règne là-bas, parce qu'on entend des parents hurler de douleur, parce qu'il se passe des choses horribles en néonate. Il n'arrêtait pas de désaturer, son rythme respiratoire, il n'était pas bon. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et il faisait un progrès et il régressait. C'était toujours 2 pas en avant, 3 en arrière. Donc, ça a été les montagnes russes pendant 10 jours. Jusqu'au jour où ils m'ont dit, madame, on n'a plus de raison de vous garder à l'hôpital. On a tiré autant qu'on pouvait pour que vous puissiez être près de lui, mais il va falloir rentrer chez vous. Sans lui. Et là, ça a été vraiment un des trucs les plus durs, parce qu'on avait déjà vécu ça, même si on savait qu'il était vivant. C'est terrible de rentrer sans un bébé. Bien sûr. Donc, il y a eu une nuit où j'étais à la maison sans lui. Et le lendemain matin, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on vous a trouvé une chambre en unité kangourou. Vous pouvez revenir. Génial. Merci, l'unité kangourou. Vraiment. Fabuleuse invention. Enfin, j'ai écrit un livre à leur honneur, en leur honneur, tellement ces personnes sont incroyables. Mais d'une patience, d'une empathie, d'un professionnalisme, malgré la fatigue, elles courent partout, elles font des heures beaucoup plus qu'il ne faudrait. J'étais triste même de quitter le service. Ah oui. Ouais. Tellement tu t'y sentais bien en sécurité. C'était un cocon. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas, l'unité kangourou, c'est quelques chambres, il y en a très peu, c'est pour ça que les places sont chères. Il y en avait deux chambres. Et c'est des unités qu'il n'y a pas dans tous les services de néonat, malheureusement, mais où ce sont des chambres où il y a à la fois le bébé dans sa couveuse et la maman dans sa chambre, dans une chambre classique. Sur un petit lit, oui. Voilà, et les chambres sont communicantes. Oui. Et ça change tout. Mais c'est formidable. Ben oui, parce que normalement, c'est d'un côté la maman dans une chambre classique ou bien chez elle. Mais là, j'étais dans la même pièce que lui. Et là, t'étais carrément dans la même pièce que lui. Ah ouais. Il y a un endroit où on peut lui donner le bain. Voilà. Il y a tout vraiment. Il y a tout à portée de main. Il y a tout à portée de main, ouais. Et la maman et le bébé sont ensemble et font beaucoup de peau à peau. Énormément. C'est pour ça qu'on appelle ça l'unité kangourou, parce que tous les mini-bébés sont collés à leur maman ou à leur papa. La première fois où je l'ai pris en peau à peau et où il était branché, j'ai vu sa cadence respiratoire s'apaiser. Ah, mais c'est sûr. Mais c'était c'est incroyable, parce miraculeux. qu'on nous le dit, mais de le voir comme ça, c'est incroyable. Et il y a aussi le fait que le pronostic est meilleur
quand il y a une présence humaine et du pot à pot. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des câlineurs, des bénévoles comme ça, qui interviennent quand les parents ne peuvent pas être présents pour câliner les bébés. J'avais vu que certaines infirmières ou auxiliaires de puéricultrices les prenaient au maximum dans leurs bras pour justement leur apporter la chaleur et le câlin nécessaire. Mais je ne savais pas qu'il y avait des bénévoles. Il y a des associations qui font ça. En pot à pot ? En pot à pot. Ça fait tellement de bien au bébé. Et ça améliore vraiment son pronostic. J'ai plus les chiffres parce que j'ai pas de mémoire, mais les chiffres sont effarants. C'est pour ça que ces unités kangourous sont mais la néonate, globalement. La néonate, bien c'est sûr. vraiment un lieu... parce qu'il se passe des choses qu'on ne peut pas connaître. Il y a une solidarité entre les familles, là où on mange, là, tous ensemble, on se regarde au début, on n'ose pas trop se parler, et puis on vit tous la même chose. Et on se rapproche, et ça devient, avec des regards, on communique, enfin c'est... Oui, c'est tout d'un coup une petite communauté, une famille qui se forme, quoi. Complètement. Et on est, mais aussi comme dans un cocon. C'est-à-dire que je n'avais qu'une envie, c'était sortir. C'était rentrer chez moi, avec mon autre enfant, ramener ce bébé à la maison. C'était mon objectif. Et le jour où ils m'ont dit « c'est bon, c'est OK, vous sortez aujourd'hui », il y a eu un peu de tristesse de les quitter déjà, et un peu d'appréhension de quitter ce cocon, parce qu'il y avait la sonnette à portée de main. Tu parles, oui. Et puis il était tout juste remis, quoi. Donc j'avais peur qu'il rechute et tout. Mais alors, il a passé combien de temps dans l'unité kangourou 2 finalement ? semaines. Ah, 2 semaines, d'accord. Donc, et au bout de 2 semaines, vous avez pu semaines. enfin faire la réunification des deux mondes. On est rentré à la maison. Et la vie normale enfin. qui peut démarrer enfin en étant au complet. Au complet. Et là, tout de suite, et ce sentiment de ne pas être au complet et qu'il me manque quelqu'un a disparu. Là, ça y était. Ça y est. Ouais, on y était. Que c'était ma famille était au complet. J'avais mes enfants, alors 3. Dans mon cœur, il y en a 3. Bien sûr. Les 2 garçons le savent. Oui. Ils connaissent leur frère. Le grand, maintenant, depuis l'année dernière, m'accompagne chaque 8 août ouvrir sa boîte et passer ce moment avec lui. Il parle très souvent de lui. Il a fallu que je lui dise quand même, et ça, c'est mon psy qui me l'avait dit, parce qu'à un moment, il en parlait un peu trop. Et c'était un grand chagrin pour lui, et il regrettait de ne pas avoir ce grand frère. Donc, il a fallu que je lui dise... Tu as le droit d'être triste, mais tu as aussi le droit de ne pas l'être. C'est important qu'il sache qu'il n'est pas obligé d'être triste, il n'est pas obligé d'investir ce frère, cette fraternité. C'est notre histoire, c'est la sienne évidemment, mais il ne faut pas que ça lui pèse. Et tu as senti que ça le soulageait ? Oui. Il est beaucoup plus serein, mais il est aussi beaucoup plus serein depuis qu'il a son petit frère. Ah bah ouais. Ils s'entendent bien. Super bien. Vu qu'il est un peu immature, le grand, ils jouent vachement ensemble. Ah oui, ils sont hyper complices, ils jouent au même jeu. Et, il aime bien se remettre dans l'enfance, quoi. Donc ça, c'est génial. Ah bah ouais. Donc aujourd'hui, ils ont 12 et 5. Oui. Toi, 47, mais alors vraiment, j'étais très surprise de connaître ton âge. J'étais persuadée que tu étais beaucoup plus jeune que moi. Ah bah je te jure. C'est gentil. En tout cas, c'est les enfants en bas âge. Ça doit être ça. Jeune. C'est sûr. Donc, 2 petits garçons en pleine forme, après tout ce qui vous a traversé, tout cela. C'est pas rien, hein. C'est un grand bonheur, je me rends compte de ma chance, je me rends compte aussi que les choses n'arrivent pas par hasard. Et même si je déteste tirer du positif de la perte de notre premier enfant, j'en suis incapable, il n'empêche que sans doute on n'aurait pas eu ces 2 gaillards-là derrière. Et que donc, même s'il me manquera éternellement, je suis bien contente d'avoir ces 2 frères. Bah oui. Mais oui, évidemment, ça, c'est une blessure, c'est ma plus grande blessure. C'est une blessure qui se refermera jamais. Et en même temps, mon dicton préféré, c'est de Khalil Gibran. Et ça dit... plus profondément, le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Et je trouve que ça s'applique merveilleusement à cette histoire. Parce que le chagrin nous a bien balafrés et il y a toute cette joie qui est venue remplir la cicatrice. Et même si ça répare pas et ça ne remplace pas, il n'y a aucun de mes 2 autres enfants qui n'a remplacé le premier, je prends ce bonheur-là, mais fois 1000. Et peut-être que si ce premier bébé étoile filante n'était pas passé par là, je m'en rendrais pas autant compte.
Et est-ce que l'écriture est venue un peu penser cette blessure-là ? Est-ce que tu as essayé de transformer toute cette souffrance, toute cette douleur et de l'exprimer à travers tes livres ? Oui, je crois que l'écriture, ça transcende vraiment ce qu'on vit. Et dans mon cas, ça m'a rendue encore plus sensible. Alors déjà qu'on partait sur une bonne base. Et donc, j'ai l'impression de capter plein de choses et et j'écris beaucoup sur des choses que je ressens. C'est un catalyseur, c'est une réparation, c'est un mode d'expression aussi. Ça m'est devenu encore plus indispensable. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais me passer d'écrire pendant plusieurs mois. Enfin, il y avait des périodes de ma vie où j'écrivais pas. Et maintenant, j'en suis incapable. Je suis obligée d'écrire tout le temps, de tout transformer. Tout ce que je vis, j'y vois comme de la matière première, en fait, pour écrire. J'ai besoin de tout poser sur papier, que ce soit publié ou pas. Tu veux dire que tu écris pour toi ? Oui, j'écris pour moi, oui. Sans vocation publique ? Oui. Mais c'est forcément peut-être aussi toute cette sensibilité et tous ces petits fragments de vie que tu captes qui fait que tu es capable de l'écrire, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde, justement de rendre par écrit ces émotions-là qu'on vit et de toucher le cœur des gens. Parce que c'est ça que tu as réussi à faire. Et c'est ça qui est le plus difficile à faire. C'est de s'infiltrer dans le cœur des gens et dans leurs émotions et de faire qu'ils se projettent dans tes écrits. Parce que dans chacun de tes livres, chacune vient piocher un peu de leur histoire, c'est certain. Ça, je l'explique pas. C'est vrai que j'écris des choses que je ressens moi et ça va faire écho chez les autres, mais comme quoi tout ce qu'on vit, c'est universel finalement. Absolument. L'intime est tellement universel. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant. Et plus je vais dans l'intime, plus j'écris des choses personnelles et plus ça fait écho aux histoires des autres. Souvent, je me dis... Quand je me relis, alors pas quand j'écris parce que je pense pas à tout ça, mais quand je me relis avant la publication, je me dis mais ce passage-là c'est tellement personnel, vraiment ça va parler à personne et c'est le passage qui va le plus parler. C'est incroyable. Tu vois, c'est fou quand même. C'est incroyable. Tu te rends compte de vivre de tout ça et d'avoir réussi à transformer tout ça en ces récits qui font tellement de bien à tous ceux qui les lisent, franchement. Non, je me rends pas vraiment compte. Non, mais tant mieux. Tant mieux. Mais c'est génial quand j'y pense. Mais continue. Mais ouais, je vais continuer parce que de toute manière, c'est devenu indispensable. Ouais, voilà. Bon, merci infiniment, Virginie. Ça va ? Merci. Tu te sens comment là ? C'est pas facile parce que là, j'en ai livré beaucoup. J'ai rien omis. Je me suis dit, quitte à le faire, faut le faire avec générosité et complètement. Faut pas essayer de cacher des choses. Donc, tu sais tout, vous savez tout. Et c'est pas facile, je me sens un peu à poil. Eh bien, écoute, je me sens extrêmement privilégiée. On embrasse évidemment Arnold et tes 2 garçons. Je ne sais pas s'ils nous écouteront, peut-être un jour. Mais j'espère. Oui. Comme ça, ils auront tous les détails de leur arrivée sur Terre. Et puis, je vous souhaite le plus grand des bonheurs. Merci beaucoup, infiniment. Virginie. À bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Encore merci à Virginie d'être venue se confier avec tant de générosité, de spontanéité et de sourire. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Cette fois, ce sera un épisode de notre capsule Women's Stories qui vous fait entendre les voix de femmes au parcours extraordinaire, mais sur des thématiques différentes de la grossesse et de la maternité. Comme ça, on varie les plaisirs, c'est trop bien. En attendant, rejoignez-nous sur Instagram bliss.stories pour ne rien rater de toutes nos actus qui sont toujours nombreuses et débordantes. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis bien sûr, long live the bliss. 'Cause you're always Mr. Invisible.